Salut à tous, ravi de vous retrouver pour le nouveau rendez-vous sur la chaîne YouTube RMC Sport. Toutes les semaines, on va cuisiner un petit peu nos invités, les sportifs, pour savoir qui ils sont vraiment. Et aujourd'hui, c'est Mathias Dandois qu'on met dans la sauce. Salut Mathias, comment ça va? Bonjour, ça va et toi? Est-ce que today is a good day? Je sais que tu termines comme ça toutes tes stories Instagram, donc est-ce que today is a good day? Pour le moment, ça t'as va, peur un petit peu ou pas? On verra dans la prochaine heure si today is a good day. Si tu vas regretter ou pas. Bon, en tout cas, merci d'être avec nous pour la grande première. Merci d'être toujours un yes man, comme tu dis, parce que peut-être que tu n'auras pas accepté cette interview, sinon on ne sait jamais. Donc merci d'être avec nous. Je sais que tu dis souvent que les journalistes posent un peu tout le temps les mêmes questions, etc. Donc aujourd'hui, je vais essayer de te surprendre dans la sauce, tu vas voir. Je te présente aussi Sacha, qui est avec nous. C'est pas le mec le plus courageux, donc du coup, il n'est pas physiquement là. Tu vas juste entendre sa voix parce qu'il peut poser des questions qui fâchent aujourd'hui. Salut Sacha! Salut vous deux, j'espère que vous allez bien. Effectivement, je suis la froideur incarnée de cette émission, enfermé dans une cabine. Je suis là pour être très très cru avec toi, Mathias. Mais ne m'en veux pas, de toute façon, on peut régler nos problèmes à la sortie du bâtiment. Si tu veux. J'ai son numéro, si tu veux, à la sortie, tu me demandes, vous réglez ça dehors, il n'y aura pas de problème. Ou sinon, tu lui dis une petite battle de BMX à la sortie, là il rigolera un petit peu moins, même si je sais que Sacha en a fait quand il était plus jeune, donc il pourrait te surprendre. J'ai essayé d'en faire, Flora, soyons honnêtes avec les gens quand même, j'ai vraiment très très vite arrêté. Je parle de BMX parce qu'on a la chance d'avoir un ONUPLE champion du monde de BMX. Si vous ne savez pas compter, ça fait 9 titres quand même de champion du monde. On va voir quelques images, mais parle-nous déjà de ta discipline parce qu'il y a différents types de BMX. Toi, tu es sur le flat. Exactement. Alors moi, ma discipline, elle consiste à faire des figures sur un sol plat. Donc il n'y a pas besoin de rampe ou d'artifice, vraiment. C'est juste un vélo BMX avec des roues de 20 pouces, un sol et surtout un cerveau parce que la créativité est super importante dans ma discipline. Après, dans le BMX, il y a la race, ce qu'on a pu voir au JO, le triplé français. Triplé, ouais. Donc là, c'est 8 mecs qui sont en haut d'une butte, il y a un parcours de boss et il y a une ligne de départ, une ligne d'arrivée. Donc là, il n'y a pas de figure, c'est de la course. Le plus rapide à gagner. Exactement. Il y a du parc qui était au JO avec Anthony Jean-Jean qui a pris la médaille de bronze. Donc là, c'est des rampes et il faut faire un maximum de figures en l'air. Et après, tu as du street, donc utiliser le mobilier urbain, donc sauter des marches dans la rue ou grinder sur des rambardes. Et le dirt sur des bosses en terre. Et moi, je fais du flat et du street. Ah, t'as fait les deux. Je fais carrément, les deux, exactement. Ouais. On se diversifie. J'ai donc quand même avec moi dans la sauce aujourd'hui l'un des sportifs français les plus titrés, mine de rien. Tu viens d'être champion d'Europe encore plus pour la 3e fois. Tu vas viser un 10e titre de champion du monde dans quelques semaines. Quand est-ce que tu pars à Abu Dhabi d'ailleurs? Le 17, je pars le 17, la compète c'est le décembre, 19. Ouais. Exactement, donc franchement dans pas longtemps, là, donc dans 2 semaines. Et alors comment tu te prépares? Parce que est-ce qu'on peut parler de jubilé d'ailleurs pour toi? Est-ce que tu vas arrêter ou pas après? Comment tu visualises ce championnat du monde à venir? Un jubilé. Non mais c'est vachement intéressant comme question parce que dans mon sport, la compétition n'est pas tout en fait. Donc arrêter la compétition, ça ne veut pas dire partir en retraite. Ouais. Quand j'ai annoncé que j'arrêtais la compétition l'année dernière et que ça allait être ma last dance un peu, ma dernière tournée de compétition, tout le monde dit Mathias Dandois part en retraite. Et pas du tout en fait, je continue à faire du BMX, c'est juste que l'aspect compétition officielle, j'arrête parce que c'est le bon moment, il faut trouver le bon moment pour s'arrêter quand tu es sportif de haut niveau sur la compétition. Et moi, je sens que c'est la dernière année où je peux être performant. Et tu vois, en gagnant les championnats d'Europe, il y a plein de gens qui me disent « Mais pourquoi t'arrêtes, t'as encore gagné ?» Mais je dis « Mais justement, j'ai gagné, il vaut mieux partir là-dessus. » Parce que si c'est tous les 2 ans les championnats d'Europe, si dans 2 ans je fais 4e et que j'arrête, tout le monde dira « Bah il a arrêté parce qu'il a fait 4e ». Et je trouve que c'est dégueulasse. Du coup, tu voudras continuer pour être champion d'Europe et c'est infini, tu n'arrêteras jamais. Et là, tu pars dans des trucs où il y a certains sportifs qui sont restés bloqués. Et dans le sport, et encore plus en France, les gens, ils se souviennent vraiment des dernières performances que tu as fait. Tu vois, avec Kylian Mbappé, en ce moment, qui est dans la sauce. C'est dur. T'as bien compris le principe. Les gens ils disent Kylian Mbappé c'est plus un bon joueur de foot. Attends, regarde, faut dézoomer un peu. On oublie vite. Le gars il nous a fait gagner la Coupe du Monde en 2018, presque en 2022. Ça reste un joueur exceptionnel, c'est juste qu'il a une mauvaise passade. Mais là, tout d'un coup, ça y est, le mec sait plus jouer au foot. Les gens ils ont tout oublié. J'ai pas envie qu'il m'arrive à ce qu'il arrive à Kylian. Donc je pense que c'est le bon moment d'arrêter. J'espère choper ce 10e titre mondial. Franchement, ce serait incroyable. Ce serait fou.
J'ai une question. Comment ça se retranscrit une baisse de performance justement dans le flat? C'est quoi? C'est le déclin physique? C'est là une nouvelle génération qui monte? C'est quoi? Et les deux en fait, ces deux trucs-là, le déclin physique je le sens vraiment pas parce que j'ai jamais été autant en forme, j'ai jamais autant pris soin de moi avec l'équipe que j'ai autour de moi, donc c'est vraiment pas ça. Là c'est vraiment la concurrence japonaise surtout. Ouais. Très jeune là, il y en a 5 qui viennent au championnat du monde. Qui sont tous plus forts les uns que les autres. Et ils sont tous ultra jeunes. En plus, quand il arrive dans Ouais. les disciplines urbaines comme ça, Ouais. on l'a vu au JO. Ouais, c'est fou. La moyenne d'âge des Japonais, là, c'est 17 ans, je Ouais, crois. c'est Donc, fou. tu vois, dont un qui a 15 ans. Enfin, sérieux, frérot. T'en as 35, on va le rappeler quand même, et c'est clairement pas vieux, 35 ans. Mathias, t'inquiète pas pour ça. Je commence volontairement vers la fin, mais on va retracer un petit peu toute ton histoire aussi pour comprendre un peu mieux qui tu es. Donc 35 ans, je le disais, natif d'Épinay-sur-Orge, 91. Exactement. Est-ce que tu avais un côté un peu hyperactif quand tu étais plus jeune? Parce que moi, j'ai lu que tu t'étais essayé à tellement de sports, la gym, le hand, le basket, le breakdance. Ouais. Non, il faut que tu m'expliques le breakdance. C'est vrai que j'avais du mal à tenir sur ma chaise Ouais. quand j'étais à l'école. Qu'est-ce que c'était dans mes cas? Franchement, j'étais super bon élève. Ça m'a jamais dérangé l'école, mais c'était canaliser votre énergie. Ça, c'était dans tous mes bulletins, tu vois. C'était fou. Non, mais j'étais pas hyperactif, diagnostiqué hyperactif, mais j'avais T'avais beaucoup besoin de d'énergie. bouger, quoi. Ouais, exactement. Et du coup, mes parents, tu sais, c'est l'UNSS, ça existe encore ça? Ouais, je crois. L'UNSS, ça te permettait de faire plein de sports. T'as testé plein de trucs, Ouais. quoi. Et du coup, j'étais inscrit en même temps, genre au foot, à l'athlé, au hand, au basket. Je faisais un sport par jour, tu sais. Et finalement, genre, je me suis vraiment plus dirigé vers le foot, Ouais. où je jouais au Sporting Club d'Épinay-sur-Orge. Et où le coach pensait entraîner le PSG. Donc ça se passait mal, tu vois, parce qu'il avait des grosses attentes et puis nous, on était nuls, tu vois. Ouais, puis t'as quoi à ce moment-là? T'as 10 ans, J'avais 11 ans? 10 ans, ouais. Ouais. 10 ans. Et donc, il nous pourrissait comme du poisson pourri, quoi. C'était Il jouait sa horrible. vie, en fait, lui. Ouais, il jouait sa vie. Ouais. Et tu vois, on jouait en rouge, Épinay-sur-Orge, et tu avais des maillots, à force de les laver, qui avaient des teints en rose. Et il nous disait, ouais, si vous gagnez pas le prochain match, vous allez jouer en rose parce que vous jouez comme des filles et tout. Ah ouais, sexiste à mort en plus, quoi. Il était Super. bien 2024, lui. On sait pas où Et- il est aujourd'hui, on le salue. Merci Non, à lui. Salut. On espère qu'il a pas percé. Ah ouais, dur quand même. C'est Et, pas idéal donc, quand on a un gamin quand même et parce qu'en plus tu devais kiffer le foot, non? Tu Ouais. kiffais faire ça. Donc, J'étais avec mes potes, tu ouais. vois, moi, je faisais ça pour rigoler. Et donc, on avait le tournoi de la Pentecôte chaque année où on accueillait des grands clubs pendant le week-end de la Pentecôte. Et il y avait Marseille qui venait, Strasbourg, Montpellier. Et du coup, on prenait 15-0, tu vois. et le dernier match de ce tournoi, c'était entre pour soit en arriver dernier, soit avant-dernier. Ah ouais. Et c'était contre Boulogne, je crois. Et Pour être le moins mauvais, quoi. Ouais, pour être le moins Ouais. mauvais. Et on arrive au tir au but. Et je suis le 5e tireur. Et du Non. coup, je croise trop mon penalty. Et je ferme trop mon pied, il passe à côté du poteau et on finit dernier. Et ça a été mon dernier match de foot ever. Ouais, là, ça a terminé ton ouais. histoire d'amour avec le foot. Et quoi, tu t'es fait défoncer par le coach après ou Non, mais j'étais juste tellement déçu, Ouais. tu vois. Et vraiment, je m'en souviens de. C'est fou, genre, il y a des moments dans ta vie comme ça et je vois très bien comment j'ai loupé mon penalty. Et, C'est vrai, ça ouais, reste ouais. marqué encore en Ouais, toi. ouais. Je te jure. Et, T'inquiète, et- Kylian, il en a raté un aussi. Bah, là. ouais, un peu comme moi d'ailleurs. Et il l'a cadré lui. Moi, il n'était pas cadré. Ouais, du coup, là, tu t'es dit, c'est pas pour moi le foot. Pourtant, à ce moment-là, tu jouais, mais j'imagine que tu devais regarder aussi. T'allais au stade d'ailleurs, t'étais fan d'une Ouais. équipe ou Ouais, j'étais comme un ouf. En fait, avec mon père, on allait à la baie des Champs, à Auxerre, parce Ouais. que comme on était dans le sud de la banlieue, c'était plus facile d'aller à Auxerre et beaucoup moins cher que d'aller au parc. Et en plus, Ouais. à Auxerre, c'était vraiment au bord de la pelouse. Et puis, 98-99, c'était, tu sais, il y avait Djibril qui était à Auxerre avec Giroud, c'était la Djibril grande Cissé, époque. ouais. Ouais. Et ouais, j'étais comme un ouf, j'allais là-bas. Et puis un peu au Parc des Princes, parfois, c'était l'époque de... Tu sais, t'avais Daniel Bravo, après t'avais Marco Simonet, c'était... Ouais. J'étais comme un ouf, tu vois. Et ouais, le rêve de footballeur brisé, quoi. Ouais, Et, carrément. Mais finalement, je pense que c'est une bonne chose parce que il s'est passé plein de belles choses derrière. Donc, Ouais, c'est chouette. et finalement, c'est pas plus mal que tu as arrêté le foot. Tu parlais justement d'Auxerre et de la Baie des Champs. Première petite surprise pour toi dans la sauce. Incroyable. Yo, mon copain Mathias, j'espère que tu vas bien. Juste pour te passer un petit bonjour. Force à toi, régale-nous. Gros bisous, mon copain.
Donc maintenant, en fait, Djibril Cissé, c'est ton pote. Incroyable. C'est ça. Non, mais qu'est-ce qui s'est passé entre le moment où tu vas à la baie des Champs, t'es fan de lui, et là maintenant, le mec t'envoie des messages perso, vous êtes potes et tout. Faut que tu nous expliques qu'est-ce qui s'est passé. C'est incroyable. Écoute, Djibril, on s'est rencontrés. À l'époque, j'étais sponsorisé par Adidas, mon premier sponsor quand j'avais 16 ans. Et on s'est croisés au store des Champs-Élysées. Tu sais, tu venais récupérer tes dotations là. Et d'ailleurs, en ce moment, c'est Pogba, du coup, tout le monde sait qu'il y a des dotations Adidas, tu sais, genre, au store des Champs, on en prenait moins, donc... Tu m'étonnes. Et bref, tu sais, t'as une petite salle VIP où t'as les gars qui sont sponsors Adidas qui viennent récupérer leurs dots, et t'avais un jour précis où tu pouvais faire ça, et donc à chaque fois, il y avait, à l'époque, il y avait Tsonga qui était sponsor Adidas, t'avais Djibril, et tu sais, on se croisait, mais moi j'avais 16 ans et je voyais Djibril Cissé, tu vois. Mais t'as osé aller lui parler et tout? Mais non, mais t'es dans une salle qui est grande comme ça, donc forcément tu parles, tu vois, tu dis, t'échanges, et derrière, tu sais, on avait un crew qui s'appelait Stéréo Panda, avec Alex, on en parlera peut-être plus tard, et Djibril était fan de la marque Stéréo Panda. Ah donc ouais? Complètement random. Ok. Parce qu'en fait, on avait créé une marque qui était assez fat à un moment, et Djibril était fan de cette marque et on lui envoyait des produits. Trop cool. Donc il est resté dans ce crew-là, tu vois. Trop et bien. Après, on s'est croisés à droite, à gauche. Je suis venu chez lui quand il jouait au Panathinaikos, passer des week-ends. Ah oui, d'accord. Et du coup, on est devenus assez proches. Et c'est un super mec, franchement, Ça, il est c'est trop fou. drôle. Nous, on le connaît très bien drôle. aussi, Djibril, parce qu'on a bossé avec lui ici. Il est top. Et c'est vrai que finalement, qu'il soit proche de la culture comme ça, street urbaine, et tout, c'est pas si étonnant que ça, finalement. Ouais, il fait un peu DJ maintenant, il est créateur de vêtements, et c'est vraiment un super mec. Ouais, il est top, Djibril. On va revenir à toi, parce qu'on est allé quoi, t'as 12 ans, t'arrêtes le foot, tu dis c'est bon, c'est pas pour moi et tout. Et là, tu dis avec une bande de potes, vas-y, je mate un truc à la télé tout le temps, Jackass. Alors, nous, tu sais, on a 35 ans et tout. Les plus jeunes, peut-être, qui nous regardent aujourd'hui, savent pas ce que c'est Jackass. C'était une bande de déglingos complets, évidemment, aux États-Unis, qui faisaient des trucs de fous, des paris complètement cons, en gros, qui faisaient des trucs de dingue. Et toi, à ce moment-là, avec tes potes, faut que tu nous parles de Riders in the Shit. Oh putain. Alors ça. Qu'est-ce que c'est? C'est votre Jackass à vous, en fait? J'espère que ma mère m'envoie une vidéo parce que là, je suis vraiment dans la sauce. T'as peur du coup maintenant? Non. Ouais, effectivement, donc c'était cette époque foot et il y avait un pote qui s'appelait Damien qui avait MTV chez lui et qui retransmettait Jackass. Et en fait, on était comme des dingues. C'était l'époque de Bam Margera, Johnny Knoxville et tout. Je sais pas, il se mettait dans des caddies, il s'est jeté contre des murs. Il a fait l'homme canon, le mec. Il s'est mis dans un canon. C'était qui ton préféré de l'équipe? Franchement, Johnny Knoxville, hein, comme tout le monde, et c'est incroyable. Incroyable. Franchement, on rigolait. Ils en ont fait un film au ciné et tout. C'est parti fort. C'est un succès de ouf. Mais du coup, vous faisiez la même chose, vous, entre potes? Ouais, exactement. Et les Riders in the Shit, là, c'était le crew de Jackass de Épinay-sur-Orge, tu vois. Mais on faisait des bêtises, des petites bêtises. Genre, je sais pas, on allait faire des cabanes dans les bois, on allait dans des champs de blé, on arrachait des trucs de blé, on se battait avec, machin. Ah ouais, les gueudins, quoi. Pas des trucs très heureux, mais on n'a jamais tué personne, tu vois. Ouais. Et on avait juste 12 ans, tu vois. Ouais. Et c'était trop chouette. Et parallèlement à ça, les Jackass, tu sais, ils faisaient du skate, du BMX, c'était la bande de Travis Pastrana, tout ça. Mais nous, on a collé ce concept à la banlieue parisienne. Et mes potes, ils faisaient du skate et du roller. Moi, j'avais mon BMX. Et on était tous les jours dans la rue, on se filmait, on avait un petit blog et tout, et c'était... Alors du coup, c'est comme ça que t'en viens à faire du BMX ou comment tu... Parce que je veux dire, c'est pas on voit pas tout le monde avec des BMX dans la rue, donc comment ça te vient finalement cette passion-là? Vraiment, moi le BMX, ça m'est venu à la télé aussi, mais pas avec Jackass, C'est mon choix, l'émission Evelyne Thomas. Evelyne Thomas. Et c'était le mercredi après-midi, je crois. Et donc je tombe dessus, et c'était un gars qui venait présenter son métier, parce que c'était le concept de l'émission. Et il faisait du BMX flat. Et j'ai tout de suite accroché parce qu'à Épinay, il n'y avait pas de skatepark ou d'endroit pour faire des sports d'action. Et lui, il fait des figures au sol et je me dis « Ah mais ça a l'air trop bien !» C'est ouf, ouais. C'est ouf. Et puis c'était l'époque où j'avais loupé le penalty et que le coach me faisait chier. J'avais besoin d'un challenge. Et je me dis « Lui, il n'a pas besoin de coach, ça a l'air trop frais. » Et j'avais 12 ans, donc je me dis que ça va impressionner les filles au collège aussi, tu vois. Ce qui est faux. Tu nous diras putain si ça a marché ça ne ou marche pas. Ça marche absolument pas. C'était la raison première en fait. Toi-même, tu sais. Non mais on a fait le même pari à une époque, je pense. Sauf que toi, t'as réussi. Et donc voilà, et en voyant ce gars-là, je me dis, je vais demander un vélo à mes parents pour Noël. Ce que j'ai eu, et là, ça a été...
je tombais amoureux de l'objet. Je me levais la nuit pour aller voir le truc dans mon garage. Coup de foudre total pour l'objet. Alors c'est marrant que tu parles de C'est mon choix. Là, ça fait vraiment émission de trentenaire quand même, entre Jackass et C'est mon choix. Peut-être que tous ceux qui nous regardent ne savent pas. Evelyne Thomas, justement, parce que celle qui présentait l'émission aujourd'hui, c'est pas impossible qu'elle soit avec nous là aujourd'hui. Non. Bonjour Evelyne. Bonjour Mathias. Mais non, je te crois pas. Si, je te jure, Evelyne Thomas est avec nous. Tu peux lui dire merci parce qu'en vrai, tu lui dois un petit peu ta carrière quand même. Mais grave, je suis tout rouge, je suis tout ému. Bonjour Ça Evelyne. va Mathias? Alors j'en apprends de belle. Hein. On regarde Jackass à la télé, on regarde C'est mon choix, même en dehors des mercredis, parce que les émissions elles étaient diffusées toute la semaine. C'est vrai ça. Donc c'est bien, tu séchais l'école pour aller regarder C'est mon choix. Et ça t'a réussi puisque tu es nonuple champion du monde de BMX, c'est formidable. C'est incroyable. Non mais vraiment, vous avez changé ma vie, hein. Vous savez pas. Hein. Il faut qu'on aille boire un verre un jour pour fêter ça quand même. Non mais c'est extraordinaire parce que moi aussi j'ai eu des rêves de petite fille comme ça. On imagine tous qu'on peut réaliser en faisant, je sais pas, en regardant une émission de télévision, on peut se dire tout peut arriver et là ça nous arrive comme ça, c'est vraiment formidable, non? Bah ouais, c'est Quand génial. vous pensez à ça. C'est génial. Moi, je pense que vous avez changé la vie de plein de gens parce que vous donniez une plateforme à des métiers un peu différents d'habitude, à des histoires différentes d'habitude. Et il n'y avait que la télé à l'époque quand j'étais jeune. Il n'y avait pas YouTube, il n'y avait pas Instagram. Donc c'était trop inspirant. Mais les parents, finalement. ils ont réagi comment quand je sais pas si je dois te dire vous ou tu. On se tutoie, bien mieux. Tu pourrais être mon fils. Ouais. Tes parents, ils ont réagi comment quand tu leur as dit « Oh, j'ai vu un truc de fou sur France 3, un mec avec un drôle de vélo, je le veux, et on devient champion du monde ». Ils auraient pu dire non. Bah, bien sûr, ils auraient pu dire non. Et déjà, ils étaient contents que j'ai une idée de cadeau sport pour Noël. Et puis, non, eux, ils pensaient vraiment que ça allait être une passade d'ado. Hein. Ils me disaient, ouais, Oui. on t'achète. D'ailleurs, ils m'ont acheté le vélo premier prix chez Decathlon. Ils se disaient, ouais, Le ça truc va qui être... pèse 80 Ouais, kilos c'est là. ça faisait vraiment 80 kilos. Et derrière, ils se sont dit, bon, ça va durer 6 mois. Et puis derrière, ils retournera jouer au foot. Et puis non, finalement, ça n'a pas été une passade. Et parce qu'il y avait un club juste à côté de chez moi qui était un coup de peau extraordinaire parce qu'il n'y avait qu'un endroit en Europe où il y avait un mec qui donnait des cours de vélo, c'était à côté de chez moi. Donc ça, Wow. les étoiles se sont alignées. Mais ouais, ce qui est fou, c'est que vraiment tout part de ce mercredi après-midi. C'est complètement incroyable quand même. Et c'est fou parce que c'est pour ça qu'on tenait à avoir Evelyne aujourd'hui avec nous, parce que tu en parles dans quasiment toutes tes interviews Bien de sûr. ce moment clé Oui. dans ta carrière. Il y a Et la- je pense qu'Evelyne, tu il y a la as dû en reconnaissance entendre du parler ventre, aussi. Oui, je vous ai vu d'ailleurs récemment sur Quotidien en parler. Ça me fait toujours drôle de l'entendre. Il y a des gens qui ne disent pas, hein, qui ne racontent pas. Et là, c'est bien. Ah, mais il assume Je suis totalement. ravie. Bien sûr. Mathias. Mais tu sais, en plus, ça me pousse aujourd'hui à aller dans plein de médias différents pour prêcher le BMX parce que je me dis qu'il y a un gamin qui va regarder dans la sauce aujourd'hui ou qui va regarder Quotidien ou C'est à vous et qui va se dire bah, c'est trop cool, je peux faire ça aussi. Il n'y a pas que le foot dans la vie. Et c'est grâce à toi que j'essaie d'être le représentant du BMX aujourd'hui dans les médias et je trouve que c'est trop chouette parce que tu peux vraiment changer la vie d'un gamin comme ça. Ouais, c'est clair. Bon, c'est top d'avoir créé ce moment. Un grand merci Evelyne d'avoir grave. été avec nous. De rien, c'était un plaisir. Merci Un plaisir. beaucoup. À Trop très bien. vite. Merci Evelyne, bonne journée. Au revoir. Au revoir. Ça va? Putain, la vache. Incroyable. C'est pas fini, c'est Incroyable. que le début de cette émission, Mathias. Mais tu le disais, c'est tellement inspirant de voir comme ça. Est-ce que tu as conscience que toi, aujourd'hui, c'est toi qui inspire finalement des jeunes aussi à vouloir faire ce... Je parle de métier, mais c'est même pas un métier en fait, c'est une passion à vouloir faire ce sport tout simplement. C'est toi aujourd'hui en fait, ce mec qui faisait du BMX à la télé et qui a inspiré un petit garçon. Aujourd'hui, les rôles se sont un peu inversés pour toi. Ouais, et en fait, c'est une chaîne, le BMX, de transmission. Et si tu es le maillon qui manque de la chaîne et que ça se casse la gueule, c'est ta faute en fait. Et aujourd'hui, j'ai comme une responsabilité presque. Comme j'ai réussi à avoir une petite notoriété sur les réseaux sociaux, médiatiquement, mais je me dois finalement de le faire. Et au même titre que Alex Jumelin, qui était le mec dont j'étais fan quand j'ai commencé, qui m'a pris sous son aile, et ben maintenant il y a des gamins qui commencent le BMX et qui sont semi-pro. Et pareil, je m'en occupe et je les présente à des sponsors. Ils peuvent rester à mon académie gratuitement. Tu as besoin de cette transmission toi aussi aujourd'hui. C'est obligatoire. Ouais. Et pas que
ça me fasse sentir bien ou quoi. Genre, bien sûr, genre, c'est chouette, mais c'est juste obligé. C'est comme ça que ça se passe dans nos sports. Et si je le fais pas, bah ça, je pense que... Ouais, c'est presque un devoir finalement un devoir, pour toi aujourd'hui. Et pour toi, c'est... Pardon, excuse-moi Flora. Pour toi, c'est plus un sport ou un art du coup? Parce que cette transmission-là, c'est pas forcément ce qu'on retrouve dans le sport. En fait, on vit sa carrière et on se barre, alors que l'art, c'est peut-être ce qu'on a envie de transmettre. Mais en fait, c'est vraiment la frontière entre les deux. Déjà, en compétition, le critère de notation le plus élevé, c'est l'originalité. Donc ça veut dire qu'il y a vraiment un côté créatif où il faut inventer ses propres figures, comme un artiste va, je sais pas, composer, un producteur créer, va créer un beat, un peintre va créer quelque chose. Donc oui, c'est un art et donc ça se ressent sur la scène du sport et la culture autour de tout ça. Et je pense que tous les athlètes aujourd'hui sont super accessibles. Il n'y a pas des gars qui ont le boulard et qui veulent pas parler aux amateurs, tu vois, et donc ça fait... Ouais, il y en a quand même un peu, non? Bah, franchement, dans le BMX... Ah oui, non, chez toi, oui. Ouais. Mais après, dans les autres sports, un petit peu plus quand même. Oui, non, mais là, je te parle des sports un peu alternatifs, genre BMX, skate, surf, ça reste assez ouvert par rapport aux autres sports. Ah oui, non, je te parle pas des sports plus mainstream. Après, tout le monde fait ce qu'il veut et je pense que les mecs doivent se protéger aussi un peu émotionnellement et médiatiquement. Mais nous, en tout cas, comme c'est très peu médiatisé finalement, à part dans des moments très précis comme les championnats du monde ou les Jeux Olympiques, tu peux te permettre de vraiment avoir cet aspect de transmission et cet aspect social, humain, qui pour moi m'apporte du bonheur en fait. Je kiffe faire ça, donc ça me dérange pas. Oui, c'est même pas, tu te forces même pas à faire ça en fait, tu kiffes le faire. Clair, c'est chouette. Bon, on va revenir au Mathias de 12 ans à ce moment-là. Donc tu l'as dit, tu viens d'avoir ton premier BMX à Noël grâce à tes parents. Déjà, tu devais être comme un dingue. Donc, quand tu l'as vu sous le sapin, là, tu devais être comme un ouf. J'étais fou et puis au début il était pas là, tu vois, genre quand il commence à mettre tous les cadeaux. Tu t'es dit, tu vois, il y a rien, je l'ai pas. Il y a rien qui fait la taille d'un BMX et tout. J'avais la flemme. En plus c'est pas discret, tu peux savoir si c'est ça ou pas. Et je crois que je pars pisser et mon père il doit le monter à ce moment-là et je reviens et là je vois, je fais c'est dingue et tout. J'ai sauté partout, je suis allé l'essayer dans la rue à minuit, tu vois. Et là, quand je me rappelle genre, de monter dessus, je dis « ça va être galère !» En fait, ça va pas être si simple que ça et tout. Mais ce qui est ouf, c'est qu'à ce moment-là, tu développes quasi une obsession en fait, pour le BMX. T'en fais jour et nuit. Tes parents, ils devaient être ouf. Tu l'expliques bien d'ailleurs dans ton livre. Tu dis quasi, je mangeais plus, je dormais plus. J'étais toute la journée en fait sur mon BMX. C'est quoi, tu t'étais investi d'une mission en te disant « il faut que je réussisse là-dedans » ou Ouais, alors c'est pas tout de suite juste après ce Noël. Donc il y a un an qui se passe, je crois, où j'en fais un peu dans la rue avec mes potes, mais genre ça stagne un peu. Et un jour, je vais dans un skatepark à 15 minutes de chez moi, et il y a un mec qui prend mon vélo et qui commence à faire 2-3 trucs avec, et je fais « oh là là, incroyable !» Et lui, il me dit « non, mais ça, c'est rien, c'est juste les basses, tu vois. » Et moi, là, ça me met un coup, moi qui pensais être un peu chaud, genre ça me met un coup au moral. Et franchement, je me suis dit, je vais arrêter, tu vois, genre c'est trop dur. Ouais, ça va être trop chaud. Et c'est là où il y a un de mes potes qui me dit, il y a un gars qui donne des cours à Sainte-Geneviève à côté. C'est incroyable quand même, parce qu'il n'y en a pas partout des clubs, tu vois, c'est fou. C'est vraiment incroyable. Et du coup, j'y vais et lui, il m'a tout appris en 2 ans. Et je pars faire ma première compétition en amateur en 2004. Que je gagne et du coup je découvre toute une scène et tout un truc avec les pros, les sponsors, les choses comme ça à ce moment-là, ce week-end-là. Et je me dis, ok, ça va être mon but dans la vie de gagner un jour une compétition en pro. Et c'est à partir de ce moment-là où je commence à aller tous les jours au début au parking du tennis club, où je passais des heures et des heures. Parking, mais c'était dingue. Franchement, et puis j'ai vu des dingueries sur le parking, je te jure. Genre, il se passe que des dingueries sur les parkings en fait. Tous les 2 jours, il y a des Kaira qui venaient me faire chier. Tous les jeudis après, il y avait un mec qui venait tromper sa femme. Dans une bagnole sur le parking, genre il venait en caisse. Il y a la bonne femme qui venait à côté de lui. Elle montait dans la voiture et faisait leur truc. Moi, je faisais du vélo à côté. Je vois pas, je regarde pas, je m'en fous, faites ce que vous voulez. Et du coup, je traînais tellement dans la rue qu'à un moment, mes parents, ils m'ont dit, mais qu'est-ce que tu fais, tu vois, et ils m'ont dit, bon, vas-y, tu vas te faire shooter par une voiture ou il va vraiment t'arriver une dinguerie. Donc, ils m'ont construit un petit endroit dans mon jardin de 6 mètres de diamètre où je pouvais m'entraîner dans le jardin. Un espace bitumé un peu, en gros Non, c'était une terrasse en bois. D'accord. Ah ouais, ok. Une petite terrasse en bois. Et là, ça a été la fin du game parce que du coup, je le voyais depuis ma chambre et surtout, à cette époque-là, je venais juste de rentrer au lycée.
Et le lycée, il était à une station de train de chez moi et j'habitais rue de la Gare, donc pas loin de la gare. Et donc je sortais le midi des cours, je courais comme un ouf pour choper le train. Je mangeais un plat Picard que je prenais même pas le temps de faire décongeler. Déjà décongelé, c'est pas ouf, alors pas décongelé. En mode en 30 secondes. Et j'avais T'as mal au bide, non? En 2-2. Après, j'avais genre 20 minutes du coup pour faire du vélo. Donc je faisais du vélo, j'étais comme un ouf et tout. Et là, je voyais, le train il arrive dans 3 minutes. Je courais comme ça. Jusqu'à la gare, j'étais dans le train, hop, j'allais au lycée. Et du coup, au lycée, j'écoutais. Mais ce que je voulais dire, tu devais penser toute la journée au moment où tu allais rentrer le soir et faire ton truc, quoi. Mais surtout, en fait, j'essayais d'écouter de ouf. Comme ça, je savais que je pouvais. En fait, si j'avais des bonnes notes, mes parents, ils n'allaient pas me faire chier sur les devoirs ou quoi. Donc, ils me laissaient faire du vélo, tu vois. Tranquille, Donc, j'étais vraiment en mode, qu'est-ce qu'il raconte le prof là? J'avais 39-45, vas-y, c'est pas. Et je te jure, j'étais trop chaud à l'école du coup. C'est vrai? Parce que je voulais. Tu savais que la contrepartie, c'était la contrepartie pour que tu puisses faire ce que tu veux avec le vélo. Exactement. Aussi. C'est incroyable. Et du coup, j'avais genre les félicitations limite, ouais. Parce que, en fait, je te jure, j'ai tout été programmé autour du BMX. Non, mais c'est ce que j'allais dire. En fait, ouais, t'as switché à ce moment-là, complet en fait. Et donc en 2006, je gagne ma première compétition pro et j'étais en première. T'es tout jeune en fait. Ouais. T'as quoi là à ce moment-là? 17 ans 16 ans 16 ans. 16 ans. Et donc c'est là que Adidas me fait un petit dès 16 contrat. ans, ouais. Et là, dans ma tête, j'étais le roi du pétrole, tu vois. Je me rappelle, j'avais 1 000 € par mois. Et, ce qui est déjà payant en vrai quand t'as 16 ans et que. 16 ans, t'es épiné chez tes parents. Puis tu peux aller prendre toutes les fringues que tu veux au Adidas Store, t'es trop bien. Et puis j'avais 0 dépenses, tu vois. Ouais. Donc moi, j'étais Bernard Arnault, moi, dans ma tête. C'est bon, vas-y, je dépense, allez. Non, mais laisse tomber. Et du coup, l'année d'après, j'ai le bac et je décide de bouger de chez mes parents. D'ailleurs, ce week-end-là, il était fou, le week-end des résultats du bac, parce que le samedi, il y a une compète aux États-Unis à la Nouvelle-Orléans, donc une manche de Coupe du Monde. Ok. C'est genre la première fois que tu pars vraiment à l'étranger et tout. Ouais. Et d'ailleurs, le livre il commence comme ça, que j'ai écrit. Et donc j'arrive aux États-Unis, grosse claque déjà à Nouvelle-Orléans, et je gagne la compétition le samedi soir. Contre toute attente, tu vois, j'avais 17 ans, j'étais l'outsider. Toi, tu y es allé vraiment en mode on verra bien ce qui se passe. Exactement, mais pour l'expérience, tu vois. Mais je gagne la compétition, on fait une soirée de ouf à la Nouvelle-Orléans. Je me réveille le dimanche tout pourri et je prends l'avion. Et mon père me chope le lundi matin à Charles de Gaulle. Et il y avait les résultats du bac le lundi matin. Donc il m'amène directement à l'académie. Et je trouve mon prénom, tu vois. Alors, je dis, ah putain, j'ai le bac. Et c'était vraiment l'échange qu'on avait avec mes parents. C'était le deal qu'on avait avec mes parents. C'était... T'as le bac, après tu peux bouger à Paris et essayer d'être pro, tu vois. Ouais. Et littéralement le lendemain, je suis allé trouver une coloc avec un pote et une copine à Paris. Ouais. On dormait dans des lits superposés, c'était bien ghetto, rue Levert à Belleville. et là c'était parti. Et... Vous étiez genre 3 dans un tout petit espace ou comme... Ah bah voilà. Oh la coupe. Eh ben voilà. Elle te moque pas, Sacha, je suis sûre que tu avais la même. Incroyable. C'est vrai. Alors pour ceux qui le demandent, Mathias est au milieu de cette photo. Le lit superposé. Ok, le lit superposé, très bien. Très... Oh là là, cette coupe de cheveux. C'est terrible. T'as joué dans LOL en fait, c'est le film LOL. Mais il était au prime de cette époque. Attends, sport extrême, cheveux longs, tu peux pas me dire que t'as pas pécho là après ça. Sponsorisé, bac, tout ce qu'il faut. Avec le fer à lisser, tu te souviens? Tu mettais teint en noir, le fer à lisser, tu pouvais pas faire plus émo. C'était terrible. Mais c'est incroyable. Est-ce que c'est pas franchement l'une des meilleures périodes de ta vie, mine de rien? Parce que là, au final, t'as quoi? Tu vis avec 1000 balles par mois? Comment tu fais pour payer la coloc déjà? De quoi tu vis? Ta vie, c'est quoi à ce moment-là? Tu fais pas en fait, parce que on va dire le business model d'un pro à l'époque, c'était tu essaies d'aller aux compétitions et de prendre l'argent de la compétition, tu vois. Mais si tu n'as pas de sponsor pour te payer le billet d'avion, l'hôtel et tout, t'y vas pas quoi. Donc t'as pas de price money. Et donc Adidas, tu vois, en tout et pour tout, c'était 1 000 €, tu vois. Et donc il fallait payer le loyer, les courses, les soirées, la bouffe, machin quand on sortait. Donc il me restait littéralement 0 à la fin du mois, donc 0 pour voyager, tu vois. Ouais. Et je dis mais comment je vais faire? Donc je vivais de ça et je vivais pas, tu vois. Ouais. J'étais à moins 100 chaque mois. Je dis ça va pas marcher, tu vois. Et donc au bout de 6 mois, je me suis dit bon vas-y, on va rentrer à la maison, tu vois. Ouais. Et en 2008, Red Bull est arrivé en
en France, Ouais. en avril 2008 exactement. Et ça a été une bénédiction pour moi parce qu'ils m'ont fait un contrat. Mon premier contrat Red Bull, c'était un budget voyage illimité. Waouh. Donc j'avais le numéro d'une agence de voyage et je pouvais les appeler et dire bah, là j'ai besoin d'aller au Mexique dans 3 jours parce qu'il y a une compétition. Et j'avais littéralement 1 heure plus tard dans mes mails un billet d'avion, une réservation d'hôtel. T'as jamais mytho en mode ouais j'ai une compète aux Bahamas là, faut que j'y aille et non, tout. En vrai, T'y même pensais pas. même pas en Bah, fait. En fait, Tellement c'est- reconnaissant de. Non, même pas reconnaissant, c'est que j'étais dans un mindset, je vais tout niquer. Tu voulais réussir, ouais. Je vais aller rider toutes les compètes que je peux pour me faire un maximum d'expérience. Et franchement, l'année 2008, j'ai tellement voyagé, c'était fou. Genre, j'allais faire des compètes en Hongrie, en Australie, n'importe où il y avait une compète de BMX, j'y allais, tu vois. Et je gagnais ma vie comme ça. Et ça a été incroyable. 2008, du coup, c'est l'année où je suis première fois champion du monde. Et derrière, du coup, Red Bull me fait un contrat avec un meilleur salaire. Et puis à partir de ce moment-là, j'ai pu déménager tout seul. Et Ça c'était c'est fou parti, quand même. quoi. Tu as 19 ans, tu deviens en gros le premier athlète français sponsor par Red Bull. Ouais. C'est quand même ça, c'est un truc de dingue. Tu as 19 ans, tu es déjà champion du monde. Enfin, j'imagine que tout ça, du coup, tu avais une hygiène de vie irréprochable à ce moment-là. Ah non, loin de tout ça. Non, mais il faut savoir que nos sports, ça vient un peu du punk, de l'anarchie, machin. Et c'était pas un sport de haut niveau pour moi à la base. Tu vois, c'était juste une manière de dépenser de l'énergie et de m'exprimer. C'était ça ton hygiène de vie, voilà. super. Ça, c'était Ah là là. ça, c'était à Las Vegas, une remise de prix. Et on avait bien fêté ça, ouais. Et non, et je faisais la fête en vrai. Parce que je voyageais dans le monde entier, je gagnais des compétitions. Non mais attends, t'es en train de me dire qu'en gros, tu te mettais une mine de l'espace et le lendemain, tu gagnais ta compète. Ouais, exactement. Non, alors les jeunes, n'écoutez pas ce que Mathias est en train de dire, ça ne fonctionne pas dans la vraie vie. Ce n'est pas possible. À 19 ans, ça marche. Beaucoup moins à 35 ans. T'assumes moins là. Mais t'as conscience de ça à ce moment-là, tu te rajoutes une difficulté parce que c'est trop facile ou vraiment juste tu voulais t'amuser? Non, c'était juste... en fait, c'était tellement dans la... C'était tellement normal, c'était dans la scène. Magnifique, ces photos. Ça fait partie du package. Et si tu fais pas la fête, t'es un loser en fait. Ouais. Et du coup, c'est vraiment dans les gènes du BMX et de nos scènes. Il fallait se mettre Tout le monde faisait ça oui, en fait. tout le monde en gros, faisait ça, ouais. exactement. Et je te dis, quand tu as 19 ans, en vrai, tu peux le faire. Tu peux te coucher à 6 du mat et aller rider à midi et tu sens presque pas la différence, tu vois. C'est fou quand même, parce Ouais. que même, tu vois, aujourd'hui, on est dans un sport presque, enfin, le monde du sport un peu aseptisé, tu vois, où l'hygiène de vie des sportifs, elle est scrutée, mais de dingue, tu vois, tu peux pas faire n'importe quoi, tu peux pas sortir comme tu veux et tout. Et toi, tu nous dis, Ouais. normal, avec tes potes, la veille, t'allais te mettre une mine, le lendemain, t'étais à la compète, mais t'étais frais le matin quand tu te levais? Franchement, ça va. Hein. Ouais. Et du coup, ouais, ça c'était 2008-2009, tu Ouais. vois. Et le truc, c'est que j'ai commencé à la faire de plus en plus, la fête, de plus en plus fort, jusqu'à ce que je commence à le sentir, tu vois, physiquement. Et jusqu'en 2014, où un matin, juste avant une compétition, j'avais un truc à faire pour Stade 2. Et je fais des images d'illustration. Et je tombe bêtement, c'était avant la première manche de Coupe du Monde, et je me casse une cheville. Genre, parce que en fait, j'étais cuit, tu vois, Ouais, là, tu captes à ce moment-là ouais. que c'est ce que tu as fait la veille, que tu es en train de le payer le lendemain. Ouais, quoi. exactement. Ouais. De mois de fête et c'était un peu n'importe quoi, tu vois. Et à cette époque, je venais de me séparer de ma copine parce que je voyageais tellement que je me disais, de toute façon, ça sert à rien, donc j'avais pas pris d'appart. Ah oui, donc là, il y a un moment où tu te retrouves vraiment dans le creux total, quoi. Ah ouais. Et genre, je suis pro, je gagne tout, à je vais retourner chez mes parents dans ma chambre d'ado. Ça, c'est jamais bon, ça. Putain. C'est dur, ça. Là, c'était la grosse dépression. Ça, c'était grosse dépression. Mais c'est en tout cas le déclic que tu as aussi à ce moment-là, de te dire, là, il faut que je me calme avec les fêtes, il faut que j'ai une hygiène de vie un peu meilleure, parce que tu te dis, en fait, ça a un vrai impact aussi sur mon quotidien et sur le sport que je fais, quoi. Ouais, exactement. C'est en fait en rencontrant le médecin du sport, Étienne Barbiche, qui quand on m'enlève le plâtre, me dit bon bah là on va faire une rééducation, je vais te mettre dans les mains
d'un kiné qui s'appelle Asdin Bousnana et qui est encore mon kiné aujourd'hui, Ouais. 10 ans plus tard. Parce que juste quand tu te pètes la cheville, on te dit quoi? Genre c'est mort, tu pourras plus jamais faire de BMX, tu pourras Ouais, plus être à ton niveau. Qu'est-ce qu'on te dit? En fait, ma mère, elle fait des radios à l'hôpital, donc en pédiatrie. Donc c'est drôle, je me retrouve dans son service en pédiatrie avec les nounours partout, tu vois. Et elle me fait la radio. Et là, on voit que c'est cassé, tu vois. Ouais. Et le médecin me dit, ah ouais, quand même, la malléole, c'est relou, vu ce que vous faites. Donc c'est pas impossible que vous pouviez pas retrouver votre niveau d'avant, tu vois. Et moi, en fait, je me souviens que de ça. Je me dis, Mais oh, tu c'est mets là, coup de horrible, tu bambou vois. de ouf quoi. J'ai 2014, j'ai 25 ans, je suis au prime de ma Bah carrière. ouais. Je me dis, mais c'est pas qu'est-ce que je vais faire de ma vie, tu vois. Ouais. Et donc, quand le médecin me dit qu'on va te trouver un staff, je me dis, mais vas-y, go. Genre, et moi, je veux juste retourner sur Ouais, mon c'est vélo ça. le plus Faites ce que rapidement vous possible. voulez, mais Ouais, je veux c'est être ça. remis quoi. Et donc, Asdin me présente à un coach, le kiné me présente à un coach. Et après, Red Bull m'envoie à leur centre de performance en Autriche, qui est un endroit où il y a des machines de ouf pour se remettre en forme, les meilleurs médecins et tout. Donc, ils me font un programme pour me remettre en forme. Et en fait, de me sentir entouré comme ça, Ouais. ça me fait sentir bien. Ça Et t'a rassuré aussi, ouais. Et je me dis, mais comment j'ai fait toutes ces années pour faire ça tout seul, tu vois? Ouais. Parce que même, tu vois, à ce moment-là, en 2014, j'ai pas de coach, tu vois, Ouais. genre de coach physique, tu vois. Ouais, Et donc, t'as je pas de fais- prépa physique, Non, rien, tu fais tout je fais seul. genre 4 pompes dans ma chambre le matin et je me touche le bout des pieds et puis je pars rider, tu vois. Est-ce que tu sais que genre t'es écœurant pour plein de gens en fait quand même? T'es en train de nous Perso, dire je le le mec il déteste, hein. s'entraîne pas, et il boit les veilles de ses compètes, il fait rien de particulier mais il cartonne tout. Après, je faisais beaucoup de vélo. Ouais. Mais oui, à côté, je faisais rien. Ouais. Et pas un étirement, rien, quoi. Tu te dis, je faisais 4 pompes le matin, c'est parti. Et donc, en me faisant entourer, je me dis, mais comment j'ai fait pour faire 100 en fait? Ouais. Et à partir de 2014, c'est comme une nouvelle vie qui commence. Et c'est pour ça que ça a été aussi salvateur de me péter la cheville. C'est que sans cette fracture, j'aurais jamais eu une longue carrière comme ça. J'aurais été peut-être tougher, tu vois. Tu m'aurais retrouvé, je sais pas où, à la concrète. Ça fait rire Sacha. Ah oui, Mais oui. Il Non, a les rêves Sacha. non, mais t'as pensé justement que ça pouvait se terminer à cette blessure-là et justement, qu'est-ce que t'aurais fait en fait? Parce que on sent que c'est la première vraie difficulté que t'as dans cette carrière-là, cette blessure. Et ben en fait, comme j'avais pas la réponse à ta question, je me suis dit, je peux que faire du BMX en fait. Ouais. Et donc je me dis, je sais rien faire d'autre, j'ai pas fait d'études, j'ai pas envie d'aller faire un taf qui m'intéresse pas, donc on va faire Il du BMX. y a pas d'autres Let's go, possibilités, quoi. ouais. Exactement. Ouais. Et ça m'a donné une énergie folle en fait, cette fracture, en me disant, en fait, ça m'a tellement mis devant le fait accompli, tu sais, genre, en fait, ma vie c'est de faire du BMX, Ouais. là je peux plus faire de BMX, on va tout faire pour refaire du BMX. Tu t'es retrouvé au bord du gouffre, t'as fait Ouais. non, on va revenir derrière, Ouais. là c'était bien Et, mieux là-bas. Et du coup, beaucoup moins la fête tout d'un coup. Ouais. Et tout s'est bien enchaîné derrière, tu vois. Ce qui est fou quand même, parce que tu as une longévité, je parle de tes 9 titres de champion du monde, mais ça s'étale voilà, sur plus d'une décennie, donc c'est énorme quand même d'avoir cette régularité au plus haut niveau. Tu parlais de la concurrence, de la jeune concurrence. Qu'est-ce qui fait que tu dures? C'est quoi? C'est le fait de te réinventer? Parce que tu crées d'ailleurs tes propres figures, hein. Raconte-nous comment tu crées en fait tes figures, comment ça se passe? Ouais, exactement. Et cette longévité, c'est ce dont je suis le plus fier de ma carrière, tu vois. C'est d'avoir gagné ce premier titre en 2008, le dernier en 2021. Et, Peut-être pas le dernier. Oui, non, le dernier sera en 2024. Mais et c'est parce que justement, j'arrive à être toujours créatif. Je suis moins fort techniquement que les Japonais, D'accord. clairement. Genre, Ouais. ils sont beaucoup plus forts, oui, techniquement, quoi. Mais j'ai encore le cerveau qui marche bien et j'arrive à trouver des petites phases qui sont très originales et surtout, physiquement, je suis plus fort, tu vois. Je m'entraîne tellement physiquement maintenant, tu vois, que ce soit en cardio, en Muscu et physique, tout, un muscu, peu, ouais, ouais, grave, ouais. carrément. Et que j'arrive à être plus physique. C'est des passages de 3 minutes. Donc, mine de rien, genre enchaîner pendant 3 minutes, c'est Ouais. hyper. C'est dingue, genre au niveau du cardio et au niveau du lactique. Et Ouais, parce j'arrive que à. pour qu'on explique, en gros, tu as ce qu'on appelle les runs, hein, c'est ça? Ouais, C'est un exactement. run de 3 minutes à 3 minutes. C'est toi qui choisis les musiques d'ailleurs sur Ouais, lesquelles tu passes? exactement. Comment tu fais pour choisir les musiques? Franchement, je suis sur Spotify et je me dis c'est quoi mon son du moment et puis je mets ça peut C'est ça vrai. peut vraiment Est-ce que être, tu nous fais des revivals de Sum 41 ou Linkin Park ou ouais, trucs comme ça? C'est vrai? des fois, ouais. Mais genre au FIS à Montpellier, mon dernier là, j'ai mis Dernière danse de Kyo. Ah, Tu mais en vois, même genre, temps, la ref, elle est incroyable. Ça c'était chouette et je sais pas, genre j'ai gagné un championnat du monde en 2008 je crois sur non
2009, 2010, 2010 je crois. T'en as gagné tellement. Sur Call Me Maybe, tu te souviens? C'est vrai. Ouais. So call me maybe. Exactement. Et, Carly Rae Jepsen. Exactement. Et je sais pas, je kiffe trouver des sons un peu, Ouais. un peu Parce qu'on se dit décalés. pas forcément que tu vas faire forcément, tu vois, dernière danse, c'est un peu slow, c'est un peu, tu vois, tu te dis pas genre vas-y, je vais faire un truc, des tricks dessus quoi. Non mais ça a mis, franchement, ça a mis Ouais. l'émotion à tout le monde, tu Bah vois. en fait, parce que tout le monde la connaît Ouais, cette tout le chanson. monde la connaît Donc, et c'était mon époque emo là, les cheveux, les cheveux noirs tirés un peu. Et celle-là, elle a trop bien marché. Et je sais pas qu'est-ce que j'ai fait un jour, les championnats du monde, c'était en Allemagne, j'ai mis 99 Luftballons, tu sais, de Nena. Wow. Oh, le son culte incroyable. Ah ouais, les rêves, incroyable. Tu serais capable de la chanter là? Mais grave de fou. J'ai fait allemand première langue, frérot. C'est Ah vrai. Ouais, tu veux que je te fasse un Vas-y. petit karaoké? Vas-y. Bah, en plus, genre, je suis vraiment, je suis chanteur de haut niveau. Tu vas voir, tu vas voir, frérot. Alors, c'est parti. 99 Luftballons, irum weg vom das Gedacht, rumschickte ein Geldersklask. Ah, là, j'y suis, je suis à Stuttgart, là, c'est incroyable. C'est Ah, incroyable. franchement, respect, parce que moi j'ai pas fait allemand là pour moi, c'est. Là, Mais je sais pas ce je- que tu me Non, mais racontes attends. depuis tout à l'heure. J'ai fait allemand LV1 et j'ai fait du BMX. J'ai été ce qu'il a. T'as été un orteil de Mathias dans Ouais, pendant une minute de ma vie, on a été pareil, c'est incroyable. Il y a- Frérot, et- t'as fait allemand première langue parce que tu pensais être dans des bonnes classes aussi. Hein. Tes parents ils t'ont dit, vas-y, va, fais ça. Non, mais et c'est surtout, je rebondis sur un truc qu'on a vu en vidéo et que, bah pareil, j'ai fait pareil quand j'étais petit. Tu sais, quand tu veux faire du sport extrême, tu as envie de faire des figures, tu crois que t'es trop fort et tout. Et tu vois, en fait, les seuls endroits où tu le fais bien, c'est dans la piscine. Est-ce que c'est la piscine qui a été le révélateur des figures, etc. Parce que moi, je me rappelle, tu me mettais dans une piscine avec une planche de bois, je pensais que j'étais skater et que je faisais des saltos, tu vois. Ah ouais. Non, la piscine, c'était genre il y a 3 jours aux étoiles du sport, donc c'est arrivé. Mais en vrai, genre c'est un exercice trop bien. T'as zéro gravité, donc tu peux. Tu peux tout faire en Mais fait. par ouais. contre, ouais, effectivement, tu te trouves comme un boss et une fois que tu le fais sur un sol avec la gravité, ça marche pas du tout. Non, mais déjà, tous les yeux sous l'eau, moi Ouais. ça me termine, je sais pas faire ça. Déjà, première. Ah ouais Ouais, non, laisse tomber, j'ouvre pas les yeux dans la piscine, moi ça pique après. J'avais les yeux niqués, je t'avoue. Bah Parce oui, qu'on bah a tourné, Le chlore et pendant tout. longtemps, Bah oui. je te jure. Je voyais trouble toute la soirée, j'étais là. J'avais les yeux injectés de sang, j'ai pas compris ce qui se passait. Ah, les gens, ils ont cru que j'avais fumé, genre. On parlait de ton rapport à la musique. Est-ce que tu sais d'ailleurs que tu as inspiré une chanson à quelqu'un? T'es au courant de ça ou pas? Si je te fais écouter un petit morceau, est-ce que tu sais qui l'a composé? On dirait la femme, mais. C'est Raph? C'est Raph Chiquet? Ouais, Ah ouais. tout à fait. C'est Incroyable. Alors qu'on va présenter quand même Raphaël Chiquet, qui est champion du monde de la même discipline que toi Oui. en 2009. Voilà, ton ancien coloc, ton pote. Et qui est avec nous aussi aujourd'hui. Mais On a non. Raph qui est là avec nous. Salut Raph! Salut. Alors je vais pas balancer, mais c'est peut-être Raph qui nous a donné quelques photos dossiers de toi quand même. Je me disais, Ouais, j'ai quelques petits dossiers qui traînent quand même. Attends. elle sent bien. Bon alors Ah, Raph, il putain. faut que tu nous racontes un petit peu, parce que là on épluche la vie de Mathias, mais on veut les dossiers que toi tu as. C'est quoi le Mathias coloc? Comment on vit en coloc avec Mathias Dandois? Bah, moi je l'ai récupéré au sortir de l'adolescence. Donc, il avait pas encore tout appris sur comment vivre en Attends, je fais société. une Enfin non, photo de comment vivre. Et bon, c'est vrai que des fois il y avait un peu du linge sale qui traînait. Sa corbeille à linge sale était clairement à côté de son oreiller. Ça faut le savoir. Après, franchement, c'était un bon coloc. Franchement, Ah, quand même. ouais. On a Oh, fait des regarde-moi bonnes ça. soirées, on a fait des bons petits plats, on a fait des belles ambiances, c'était cool. Alors, que tu nous racontes aussi un petit peu, Mathias. Raph, c'est l'un de tes potes avec qui tu vas justement faire à peu près le tour du monde, de plein de compètes et tout. Parce que c'est ça qui est fou, c'est que vous êtes potes, mais vous êtes en même temps adversaires aussi, finalement, dans les mêmes compètes. Comment ça se passe quand tu découvres ce monde-là avec Raph? Tu parlais aussi tout à l'heure d'autres riders qui étaient avec toi. Comment ça se passe dans ces débuts? Parce que tu découvres un monde que tu connais pas, toi aussi. Bah, Raph, j'étais fan de lui en fait Ouais. en grandissant. Ils avaient ce crew qui s'appelait les Stéréo Pandas, Ouais. dont je parlais tout à l'heure et qui était composé d'Alex Jumelin, de Jimmy Petitet, de Raph, un autre qui s'appelait Cédric Borghi.
et de Lionel Cardozo. Et c'était vraiment les cool kids de l'époque de fou, tu vois. Et quand on les voyait en compétition, ils arrivaient. En plus, Alex, il était fan de bagnole, donc à chaque fois, ils arrivaient genre en Z3, machin. Genre. Et moi, ça me vendait du rêve, tu vois. Toi, tu voulais trop faire partie de ce crew-là, en fait. Bien sûr. Et un jour, c'était dans un coin reculé de la France. Je sais même. C'était où la compète dans le milieu de la France, Raph? Attends, Montluçon. À Montluçon. Incroyable. Avec une cédille. Exactement, avec une cédille. Et c'est ce week-end-là que je suis rentré dans le crew en fait. Après, ils partaient faire une démo dans le sud. Je crois qu'ils m'ont pris dans la bagnole avec eux et puis c'était parti, tu vois. Il y a eu quoi? Il y a eu une initiation, tu as eu un rite pour avoir le droit de rentrer par contre, je là-dedans. me faisais victimiser tu t'es fait bisuter à mort. Ouais. Ah, mais laisse tomber. Genre, je me réveillais le matin, mes pantalons ils étaient coupés dans le sens de la longueur. Ils jetaient mes chaussures par la fenêtre et tout. Et c'était... T'étais le petit frère du groupe? Ouais, j'étais vraiment le petit frère du groupe parce que Raph, je crois qu'il a genre 50 de plus que moi. Ouais. Et Alex, il a 15 ans de plus que moi. Et Jimmy, pareil, peut-être une dizaine d'années de plus que moi. Ah donc, ouais. à l'époque, ça faisait beaucoup. Tu sais, quand moi j'avais 18, Bien sûr, du coup. l'écart, ouais. L'écart, il était important. Mais c'était ma famille, c'était mes grands frères. Et puis j'étais en fait tellement fier de faire partie de ce crew que ça m'a vraiment motivé, tu vois. Bah oui. Et Raph, on a passé notre vie ensemble pendant 5 ans. Parce qu'on avait les mêmes sponsors. On avait une marque de vélo qui s'appelait A Bad Thing qui nous sponsorisait. Où ils avaient fait un shop de vélo dans Paris où on bossait tous les deux. Donc on passait vraiment vous étiez tout le temps ensemble, de quoi. 8h du matin jusqu'à 5h du matin parce qu'on sortait le soir ensemble. Donc en fait, Raph, c'est à cause de toi si Mathias a commencé à faire nimp en boîte, à sortir, faire la fête, à boire. C'est ton influence en fait, tout ça. En fait, c'est un petit vice dont j'ai hérité de mes aïeux. Ça comme se transmet Jimmy, de qui m'a transmis génération un en peu le sens de la génération, fête. quoi. Et voilà, j'ai transmis ça à Mathias et c'est un peu ce qui m'a permis de le battre à certaines compétitions. Ah ouais, non mais tu sais quoi, c'est ce que j'allais te demander. C'était sûr, c'est le petit, fallait le saboter avant qu'il perce. Tu le faisais boire pour que le lendemain il soit mauvais en fait, c'est incroyable ça. Non, pas vraiment. Non, mais c'est que il l'a souvent dit dans ses interviews et je crois dans le bouquin il le dit, c'était une époque où c'était la règle en fait de vraiment faire la fête sur les événements. Maintenant ça a bien changé, on s'est professionnalisé et tout, mais à l'époque c'était tout le monde, c'était la même chose pour tout le monde quoi. On prenait vraiment. Il y a une anecdote incroyable en 2009 quand même où on est au championnat du monde à Cologne et donc le samedi il y a les qualifications et le dimanche les finales et le samedi aux qualifications. Je crois que je fais premier et Raph deuxième des qualifications. Non, non, moi je fais 10e, je fais dernier. Ah oui, toi tu fais dernier des qualifs gentil. et moi je fais premier des qualifs, tu vois. Et l'organisateur nous dit, de toute façon demain ça ride pas parce qu'il va pleuvoir. Donc on va garder le résultat des qualifications pour les finales. Tout bénef, je suis donc premier. Moi, genre bénef, je suis premier, tu vois. Et donc on sort à un club qui s'appelait Gloria. Avec Raph et tous les riders parce qu'on est persuadé que ça ride pas le lendemain et franchement on s'en met une belle, on s'en met une magnifique. Et, non mais je tiens à dire, je m'en souviens très bien, tu étais l'instigateur de cette sortie, tu m'as dit Chiquet, demain il pleut, on se balance. Texto, je m'en souviens très bien. T'as pas dû être très difficile à convaincre quand même, Raph. Non, j'étais déjà habillé, j'étais déjà prêt. Et donc on rentre à 7h du mat à la chambre et on se couche et à 10h du mat il y a Alex qui nous appelle, qui nous dit on est au spot, il y a une éclaircie, ça ride dans 1 heure. Et donc merde. Là on sort de la chambre. Le coup de pression. Ah ouais, de fou. Et on arrive à la compète, donc une demi-heure plus tard, il nous restait une demi-heure de practice et je t'avoue que les 2-3 premiers tricks, je me suis dit, oh là, ça va être dur là. Très très compliqué. Et Raph, pareil. Moi je n'arrivais pas à m'échauffer, j'avais la tête qui tournait, je ne pouvais pas m'échauffer. En plus c'est pas comme si vous tourniez sans cesse sur le vélo et tout, quoi. C'est-à-dire que... et donc ils appellent notre nom et Raph, comme il avait fait dernier des qualifs, c'était le premier à passer des finales. Et là, on le voit. Et c'était surréaliste. Le mec il fait un run mais genre de... C'est vrai. Genre de zinzin mental. Et donc je passe, je fais un bon run aussi. Et on attend les qualifs. Et là, Raph, il est champion du monde. Et moi, je fais deuxième. Et les escrocs absolus. C'est incroyable. Donc, il a fallu que tu sois bourré, Raph, pour être champion du monde. Alors, j'étais pas bourré, j'étais un petit peu hangover. C'était un peu dur le lendemain. Juste, Raph, pour terminer, dis-nous un petit peu est-ce que quand tu vois Mathias débarquer dans votre crew et tout, est-ce que tu te dis direct, lui, il a un truc particulier, il va aller super loin. Comment tu le perçois la première fois que tu le vois? Déjà, super actif, super souriant tout le temps, bon esprit tout le temps, même très jeune, très gamin, et pas timide.
Et vraiment avec des facilités à apprendre des figures dès le début. Donc ouais, dès le début, on a su que c'était un très très gros potentiel. Largement. Bon, Ah, t'as les eu le nez photos. creux, a priori, ça s'est confirmé, effectivement. Merci Raph d'avoir été avec nous, c'était top de t'avoir avec plaisir. Mathias. Ah, ça m'a fait trop plaisir, Chiquet. Merci d'avoir pris du temps. Vraiment, ça me fait trop plaisir. Et merci pour toutes les photos, franchement, tu nous as régalé. Et bravo pour Avec le son plaisir. aussi. Hein. Ah, il est bon. Merci. Allez écouter Raph, Sacré Osgore sur Spotify. C'est très très bon. Un bisou, Chiquet. Merci beaucoup, Raph. Tu vas avoir chaud à la fin de l'émission. Ah, j'ai chaud, je Mathias. transpire, je me vois sur le retour, je transpire là. Entre Djibril, Evelyne, Raph et tout, putain la Ça vache. fait beaucoup, hein, Ouais, t'as vu. Non, incroyable. mais on essaye de te faire C'est trop plaisir bien. aussi dans Et c'est cette pas émission. fini. Je passe un bon moment, Et vraiment. c'est pas fini, non, effectivement. Et moi, j'avais une question novice. Je parlais du tournis tout à l'heure. Comment tu fais pour pas avoir le tournis, en fait, quand tu es sur les figures? Parce que des fois, je te dis ça parce que je fais de la danse et quand je fais 2 pirouettes pourries, j'en peux plus, j'ai la tête qui tourne. Je sais pas comment tu fais. Tu fixes le regard quelque part ou tu fais quoi? Ouais, tu fixes le regard sur ton pneu avant ou, Ah ou ouais une partie de ton vélo. Et par contre, si tu t'arrêtes pendant 3 jours de rider et que tu reprends, Ouais. t'as le tournis Ah ouais pendant genre 20 minutes. Et C'est fou. en fait, si tu fais beaucoup du vélo, ton cerveau il Il s'habitue. s'habitue à être collé sur la gauche, j'imagine. Non, t'as pas le tournis, enfin, moins Ouais. le tournis. Parce Ouais. que moi, c'est un truc, ça m'impressionne de fou. Et on parlait justement de tes blessures aussi tout à l'heure. Je te regarde depuis tout à l'heure, tu as une petite tache sous l'œil, là, etc. Je me dis, vas-y, il y a tellement de tatouages que ça se trouve, c'en est un autre. Ah, non. Et pas du tout, en fait, ça aussi, c'était un gros impact que tu t'es pris. Ouais, c'était en 2018 à. Je sais pas si on voit bien d'ailleurs San sur la Diego. caméra, là. Essaye de, ouais, tu tournes un petit peu, ouais, tu as une grosse. Une grosse trace. Ouais, là. même dans le sourcil Même dans au-dessus le d'ailleurs. sourcil. Ouais. Et j'ai fait un gros faceplant il y a 6 ans. Et ouais, ça, c'était vraiment pas drôle parce que une cheville cassée ou d'autres trucs, c'est pas grave, mais quand ça touche au cerveau, ça commence Là, à. t'as peur vraiment sur ça le fait coup, ouais. flipper, ouais. Ouais. Et donc, ouais, je sais pas, ils ont mal nettoyé aux États-Unis. Et Ouais, j'ai c'est- du béton sous la. Ah, j'ai c'est du sur le- béton qu'on Ouais, voit en ouais. dessous. Ouais. Waouh. Donc, c'est assez chelou, ouais. Et Je sais pas si tu te comptais de tatouer le visage un jour dans ta vie, mais au moins j'avais t'es- promis à ma mère que non. Et du Est-ce que coup, tu avais promis pour le reste aussi ou pas? Non, mais en vrai, c'était mon premier. J'avais marqué rock'n'roll sur le bras. Et je suis tombé dessus et il s'est effacé. Ah il oui a marqué cock'n'roll maintenant. Ça va plus dire la même chose. C'est plus les mêmes. Et, T'as un Bruce Lee exceptionnel aussi. oui, il lit un livre parce que Bruce Lee. Ouais, c'est terrible. Alors, est-ce que ça aussi, c'est des lendemains de cuite ou pas du tout? Ça c'est bien. Non, ceux qui sont vraiment, qui sont un peu énervés, c'est ceux-là. Il y a vraiment n'importe quoi ici. Attends, Là- t'as Magnum derrière Oui, là? j'ai Magnum PI ici. C'est Tom Waouh. Selleck. Tom Ok, parce que Selleck. t'es fan de la série ou pas du tout? Pas du tout. Là, c'était un pari pour une. Ok. Avec des potes. Et là, j'ai Never make eye contact while eating a banana. Ok, donc pour ceux qui ne savent pas, ne jamais avoir un eye contact quand tu manges une banane. Voilà. On se demande bien pourquoi. Hein? Tu vois, genre C'est un vraiment, petit peu c'est suggestif. quoi. parti, c'est parti n'importe comment cette jambe. Ah ouais, mais c'est quoi Ouais. en fait? C'est qu'il y a une culture un petit peu du tatou dans le monde urbain, dans le BMX, ou c'est un truc que tu t'es dit tout le monde est tatoué, je vais faire la même, ou comment ça t'est venu? Ouais, à la base, ça fait partie de notre culture. Et puis moi, en fait, je me suis vite aperçu que ça me permettait d'avoir des souvenirs Ouais. des voyages. Et comme j'ai énormément voyagé, du coup, à chaque fois que je partais en voyage, je me faisais un petit tatouage. Donc c'est pour ça que j'ai cette fresque un peu pourrave de trucs. Mais c'est trop bien en vrai, parce qu'à chaque fois que je les regarde, Ça te rappelle quelque chose ça me quoi. rappelle quelque chose. Et Ouais. c'est que des super bons souvenirs. Et j'en regrette aucun, c'est génial. Ouais. Et au final, ça va, c'est pas si moche que ça. Mais non, c'est top. Je préfère Franchement, ça on peut que... passer déjà à regarder, essayer de déchiffrer ce qu'il y a, tu vois. Oui, c'est marrant. Waouh, t'as une dent avec un doigt. Oui, dans Parce doigt. que Mathias dans doigt, c'est Ouais. exceptionnel. Dans doigt, oui. Là, j'ai un cycle de l'autoroute. L'autre fois, j'ai fait croire à un ricain que... Tu sais, j'ai eu le télépéage dans ma voiture et j'ai fait croire à un ricain qu'en passant ma main, ça faisait ça faisait la le barrière. Il me dit, ah putain, c'est ouf et tout. J'étais, ouais, c'est fou, frère. Le mec ultra crédule quand même. Ok, merci. Je parlais de la culture urbaine, mais je suis tombée, tu vois, sur plein d'interviews et il y a un mot qui revient souvent, c'est corps. Ouais. Alors, il faut que tu nous expliques qu'est-ce que ça veut dire. Je sais pas, être corps ou comment tu utilises déjà ce terme, C-O-R-E. Corps, ça veut dire être crédible, être dans un truc hyper pur Ouais. de ta scène. Et moi, je trouve que c'est bien, mais ça a ses limites. Tu sais, c'est comme si tu devais respecter, genre être... Ouais, c'est faire un hyper espèce gaffe de à ce que tu code, manges, faire hyper gaffe à ce ouais. que tu manges pour pas
pas armer l'environnement, faire ne plus prendre l'avion parce que et tu sais genre respecter tout un truc et ouais, c'est parfois trop quoi. Et c'est parfois trop, tu vois. Et nous dans le BMX, c'est un espèce de code de conduite où il faut pas trop aller dans les médias, il faut pas trop avoir de sponsors capitalistes, il faut pas trop être un vendu en fait. Ouais, parce qu'en fait, c'était beaucoup ressorti justement avant que le BMX arrive au JO. Il y en a plein, je ne sais pas si d'ailleurs tu partageais ou pas cet avis-là, mais qui se disaient le BMX, ça n'a rien à faire au JO parce que c'est pas core les JO. Est-ce que toi d'ailleurs tu partageais cet avis-là? Parce que depuis ça a changé, évidemment, le BMX est arrivé au JO. Alors pas ta discipline, mais le race et le freestyle y sont. C'était un truc, toi aussi, tu étais d'accord pour dire que même vous pensiez que le freestyle n'avait pas forcément sa place au JO? Non, moi j'ai jamais eu cette vision-là parce que, comme je disais tout à l'heure à Evelyne, du coup je me suis fait l'ambassadeur de ce sport et me dire il faut prêcher la parole du BMX au plus de monde possible. Ouais. Et donc quand il y a eu la possibilité d'intégrer les Jeux, je me suis dit mais c'est une opportunité de ouf. C'est une de ouf quoi. Ouais. C'est l'événement le plus maté à la télé. La cérémonie d'ouverture, c'est plus de 2 milliards de téléspectateurs, c'est pharaonique, tu vois. Et donc moi, j'ai toujours été le prêcheur il faut médiatiser le BMX, comme ça va nous permettre d'avoir... Il faut qu'on parle de nous, ça va nous permettre d'avoir des sponsors, de pouvoir vivre du truc. Être core, en fait, c'est un peu utopique. Oui, c'est génial d'avoir que des sponsors qui sont dans la scène BMX et voilà, mais tu vis pas de ton sport, tu survis et du coup, tu n'arrives pas à faire évoluer ta discipline, même sportivement, parce que tu es obligé de bosser à côté et c'est pas une vie. Et du coup, de pouvoir avoir accès aux médias mainstream et d'avoir des partenaires qui te permettent de vivre correctement de ta discipline et du coup, pouvoir t'entraîner comme tu veux, pouvoir aller faire des grosses compétitions comme tu veux, c'est génial. Donc, il n'y a pas de débat au final, en fait. C'est même presque plus de liberté après par la suite. Là, on voit les images aussi parce que tu as participé à la cérémonie d'ouverture des JO de Paris 2024. Alors ça, c'est événement complètement dingue. On rappelle que tu n'as pas participé, mais tu étais dans la cérémonie d'ouverture. Ça, c'est quand même assez ouf. Alors raconte-nous comment ça se passe, comment tu es contacté, pourquoi on te demande de faire ça. Est-ce que tu as participé d'ailleurs au Corée ou pas? Comment ça s'est passé? Ouais, c'était incroyable. Ces Jeux Olympiques de A à Z, pour moi, c'était incroyable. Il y a Tony qui m'a demandé de porter la flamme. Qui m'a demandé de porter la flamme devant la Tour Eiffel, tu vois, comme un symbole où les sports urbains... Tu l'as porté avec Jessica? Oui, exactement. J'étais avec Jessica. Alors, Jessica, c'est son vélo. Parenthèse, pourquoi? Aucune idée. Aucune idée. En ce moment, elle s'appelle Jessica. D'accord, et franchement, d'être sur le Trocadéro avec Jessica dans la main gauche et la flamme olympique dans la main droite, et c'était un des moments les plus intenses de ma carrière, d'être avec... on voit les photos, c'était complètement dingue et c'était lourd de symboles parce que quand j'ai commencé, moi, on s'entraînait à Bastille, on se faisait virer par les flics ou la sécurité. Et là, d'être avec Tony Estanguet, avec Pierre Abadan qui est adjoint au sport à la mairie de Paris. Et c'était comme un adoubement, tu vois, du BMX. Bien sûr. Je me suis dit, c'est incroyable. Puis derrière la cérémonie d'ouverture, où c'est Thomas Joly qui m'a contacté directement et qui m'a... Tu connaissais déjà ou c'est juste des liens en commun, des connaissances? En fait, Daphné Burki, qui s'occupait des costumes pour les cérémonies d'ouverture et de clôture des Jeux paralympiques et olympiques, c'est une amie. Et je pense que ça s'est fait, de fil en aiguille, ça s'est fait comme ça, par contact. Et puis c'est une amie d'où? On sait... Ah non, mais c'est improbable, c'est Daphné Burki. Lui, il fait le tour Mathias du monde. Dandois. Oui, non, mais il fait le tour du monde, il fait du BMX. Daphné Burki est sur des plateaux BD. Il y a peu de chances qu'ils se croisent comme nous, quand même. On s'était rencontrés sur un podcast, je crois, à l'époque. Et on s'était bien entendus. Et elle était avec un super copain à moi, qui s'appelait Sylvain Kimen, à un moment. Et donc, on se connaissait par copain interposé. Et donc, on fait les rendez-vous avec les équipes de Thomas. On s'entend super bien. Et puis, il nous dit, vas-y, go, on va monter une équipe pour faire cette partie de la cérémonie qui a été consacrée au sport urbain, donc avec des danseurs en break, avec des skateurs, des riders en BMX, des gars en foot freestyle, en basket freestyle. Et c'est incroyable, on s'est entraîné pendant 1 mois dans les entrepôts de Disney. À Marne-la-Vallée. Parce que, pour que ce soit un peu secret. Ouais, il fallait que ce soit... On a signé des NDA de fou, tu vois, de pas le droit d'en parler, machin, bien sûr. Tu pouvais rien dire à personne? Non, bien sûr que non, même à ma mère, tu vois, genre, pour dire à n'importe qui, tu vois. Et donc, on s'est entraîné là-bas. Tu sais, Disney, il y a plein de spectacles humains. Et donc, ils s'entraînent dans des grands entrepôts. Ils ont
de l'espace. Donc vraiment, on a charbonné pendant un mois pour faire une choré de ouf. C'était 5 barges qui étaient côte à côte. Il fallait coordonner toutes les barges. Ok. Donc franchement, c'était ouf. Ouais, de dingue. C'était un gros travail. Et puis le jour de la cérémonie, flotte. Hein. Oh, putain. Donc, Tu sais que ça, franchement, nous, on s'est mis à la place déjà de vous. Parce que toi, alors comment ça se passe? Parce que tu te dis, je tente quand même le truc, quitte à me ramasser devant des millions de téléspectateurs. Qu'est-ce qui se passe? Quitte à tomber dans la scène? non. T'imagines? En fait, on a les images qui sont passées à la télé où on ride. Ouais. C'est des images qui avaient été enregistrées D'accord. l'après-midi. Vous avez On avait, prévu le coup en fait, quand et- ils ont vu les prévisions le matin, parce que toute la semaine, ça allait. Genre, Ah, mais tout il a le monde- plu que ce jour-là? Ouais. Et même le vendredi, parce que c'était un vendredi soir, et même, tu vois, le lundi, on regardait vendredi soir, ça va carré, Cool, tu c'est vois, bon, genre, ouais. petit coucher de soleil, bien, tu vois. Et c'est au matin de la cérémonie, en fait, que Ouais. Gréon crise avec tout le monde en mode, wow, Wow. il va pleuvoir vraiment, Ouais. quoi. Et d'ailleurs, tu voyais le nuage Qui arrivait. de Ouais. pluie avancer, et tu te dis, mais c'est pas possible. Tu sais, il La arrivait pile à poisse. 19h. Ouais, non, mais Genre, c'est clair, la poisse d'eau. Mais ça ça va, veut dire que connard. nous, pendant qu'on voit les images donc, qui sont enregistrées de vous avant, toi, tu fais quoi? T'es sur la berge, sous la Mais flotte? en fait, c'était un mix d'images enregistrées et un mix d'images en direct. Parce que t'as D'accord. vu, t'as les bateaux qui passent aussi. Bah oui, oui, Et c'est pour les ça images que en direct, elles sont full pluie. Et donc, nous, on est là, genre, trop bien, genre, c'est génial. Et donc, il faut pas tomber. Et on Bah sait ouais. qu'il y a des images qui vont passer, qui sont prises de l'après-midi où D'accord. on avait fait la cérémonie. Donc, on se dit, ça sauve un peu les meubles. Mais pour les gens qui sont sur place, c'est Ouais. relou parce que même pédaler, on galère, tu vois. Parce que c'était un sol en lino. Donc du Ça lino glissait. trempé, ça glissait de ouf. Donc il fallait. Franchement, moi, c'est vous qui m'avez fait le plus peur, hein, parce que les autres, ils dansent, ils jouent du piano et tout. Je dis, attends, lui, il tourne sur lui-même. Si c'est Ah mouillé, ouais. à tout moment, il y a vraiment un drame énorme. T'imagines? Ça aurait été chaud. 2 milliards de personnes, Non, ça mais fait c'est ça, 2-3 t'y personnes. penses Ouais. de ouf. Tu tombes pas devant la salle des fêtes de Guyancourt là. Pourquoi Je sais pas. c'est tombé sur vous? Non, et puis Désolé. surtout, on est en France. T'imagines que si les gens te connaissaient pas, on va dire, Bah ah ouais, ouais. c'est le mec qui s'est éclaté devant tout le monde là pour la C'est cérémonie. comme le mec au plongeon et tout là qui J'étais avec lui s'éclatait. aux Étoiles du Sport cette semaine. Il est Mais- trop drôle, Mais Alexis. oui, mais il en rigole de Ah, fou. et lui, Avec c'est 6 un gendarmes, boss. mais il en rigole de fou. Mais il a Franchement, c'est un raison, boss. franchement. Et tu sais que c'est en fait c'est un problème de réglage de planche. Du là. plongeoir, ouais. Son genou il a give up et plaf. Et là c'est fou quand même. Bah oui, t'as juste Mais le président de la c'est- République. C'est génial, c'est devenu une resta en fait. Mais le grâce mec. à ça, donc tu vois, tu peux te servir Mais bien sûr. de Et tout ça. Tu vois, s'il avait pas rebondi, lui, c'est un génie parce que Ouais, s'il avait il pas s'en pris est le servi. truc avec humour, tout Et le monde aurait dit, autodérision, ouais. ouais. Et Ouais. là, et le gars dans la vraie, il est trop cool. Enfin, lui, c'est un boss, hein, vraiment. Et ça se voit, il a l'air d'en Il est hyper rigoler et drôle, tout. ouais, ouais. Mais en tout cas, de voir ce BMX-là, ton BMX aussi présent à ces JO, c'est signe aussi qu'il y a la vision autour de ton sport qui a vachement évolué quand même depuis que toi, tu as commencé. Enfin, je veux dire, ça n'a rien à voir, ne serait-ce qu'au niveau fédéral, j'ai envie de dire. Parce que toi, quand tu commences, le BMX appartient à quoi? Aucune fédération, finalement. Et là, aujourd'hui, par contre, c'est l'UCI, donc l'Union Cycliste Internationale, qui régit tout ça. Ça change quoi, en fait, concrètement? Raph en a parlé un petit peu, je crois, tout à l'heure. En Ouais, disant que alors, c'était beaucoup plus réglé. oui, ça a été génial pour l'aspect compétition. Ouais. Comme je disais tout à l'heure, nous, c'est 5 juges qui donnent des scores. Et du coup, avant que l'UCI vienne sanctionner tout ça, parfois ça pouvait être un petit peu freestyle, les juges. Tu sais, genre en mode je vais donner une meilleure note parce que c'est la même nationalité ou parce que je m'entends mieux avec Est-ce que toi, un mec, tu vois. tu as déjà eu l'impression de te faire avoir par un des Ouais. juges comme ça, ouais, en compète? Ouais, fou, ouais. Ouais, Ouais. surtout, Ça doit rendre dingue. entre 2008 et 2014, je gagnais énormément. Ouais. Et du coup, les gens, ils en avaient marre que je gagne, tu vois. Et même les juges en avaient marre que je gagne. Et du coup, parfois, s'il y a un mec qui réussissait un peu miraculeusement un run qui était moins bon que le mien, mais ça s'en rapprochait un peu, il le mettait Il premier et moi surnotait de deuxième. fou. Ouais. Waouh. Et du coup, j'étais là, ah, vas-y, la flemme, tu vois, c'est relou. Et aujourd'hui, l'UCI est arrivé, donc en 2018, je crois. Et c'est génial que maintenant, les juges sont notés, entre guillemets, et D'accord, doivent passer des formations. Une fois par an, ils ont un petit refresh de la formation. D'accord. Et s'il y a un vrai scandale, tu peux, en tant qu'athlète, Contesté? faire une contestation. Ok. Donc, ils rematent le run. Et en tout cas, tu peux avoir une discussion. Et les scores sont publics maintenant. Donc, tu peux voir s'il y a un mec... Ouais, tu sais, s'il y en a un qui ouais. t'a saqué, tu sais. Exactement. Quoi. Ouais. Et puis surtout, je crois que maintenant, ils aplanissent les notes où la note la plus haute et la plus basse Et retiré? est retirée. Et en fait, pour ça, ça a été incroyable, Ouais. tu vois. Genre vraiment, c'est le meilleur truc que l'UCI a apporté à la discipline. C'est vraiment ce sanctionnement des juges. Après, tu parlais de la fédération. On est rentré en 2018 à la Fédé. On était à la Fédé de cyclisme de 90 à Ouais. 98, je crois, et puis ça s'était fini.
Et donc on est rentré en 2018 avec beaucoup d'espoir honnêtement, en se disant bah, tu vois ça va être cool, ils vont essayer de... Parce que c'est important quand même pour les athlètes d'avoir ce cadre-là. Tu as l'impression d'être soutenu aussi, mine de rien. Du coup, tu vas peut-être me dire le contraire aujourd'hui. Mais... En fait, la fédé de cyclisme, parce qu'on va parler que de la fédé de cyclisme, parce que c'est ce qui nous concerne, je fais un très bon taf, je pense, sur la route et la piste. Qui sont les deux disciplines les plus phares, tu vois. Et nous, en BMX, en fait, ils ont un petit peu essayé au début de nous aider. Et puis, c'est vite, je sais pas pourquoi, je pense que c'était pas les bonnes personnes en charge, c'est toujours pas les bonnes personnes en charge, mais aujourd'hui, la fédé me m'aide pas du tout en fait. Et je porte le maillot de l'équipe de France au championnat d'Europe et au championnat du monde, alors que là, les championnats du monde à Abu Dhabi, c'est Red Bull qui me paye le billet d'avion et l'hôtel, tu vois, c'est pas la fédé. Parce qu'eux, ils disent, nous, ça nous intéresse pas. Tu vois, c'est abusé. Moi, je m'en fous. Je gagne bien ma vie, j'ai des gros sponsors. Ouais, mais pour ceux qui débutent ou quoi ? Pour ceux qui débutent, tu vois, genre on a Julien Barran, tu vois, qui va peut-être pas pouvoir y aller parce que la fédé lui prend pas son billet. Et c'est trop chiant. Et d'ailleurs, je vois des gars là pour en parler parce que en plus, chaque année, on leur apporte des médailles, tu vois. Mais c'est ça qui est dingue. J'allais te dire que moi, depuis qu'il y a l'UCI, j'aurais rapporté 3 médailles au championnat du monde et 3 médailles au championnat d'Europe. Donc moi tout seul, 6 médailles. Qu'est-ce que tu veux de plus pour... Ils font beaucoup de communication autour de ces médailles et bien sûr, ça rentre dans le bilan de la fédé à la fin, que ce soit une médaille au championnat du monde de cyclisme sur route ou en BMX Flatland, c'est une médaille. Bien sûr, c'est un point dans une case, bien sûr. Et en plus, moi, je porte leur maillot avec leur sponsor fédéral et moi, j'ai 0 €. Tu gagnes rien en retour, 0 €. Depuis, tu vois, genre, à un moment, ils me payaient les déplacements, tu vois. Et là, cette année, ils ont dit, en fait, non, c'est bon, ça nous intéresse pas. Mais parce qu'ils savent que, de toute façon, tes déplacements vont être payés ou ils feraient ça avec n'importe qui ? Là, il n'y a aucun membre de l'équipe de France qui a le déplacement payé. Hein. C'est incroyable. Ils disent que c'est des disciplines qui, comme ma discipline n'est pas olympique, ils s'en foutent, Donc, en fait. c'est ce que j'allais te dire, parce que est-ce que c'est spécifique à ta discipline ou par exemple, je sais pas, Anthony Jean-Jean qui a été médaillé de bronze là, sur le freestyle. Anthony Jean-Jean, la dernière manche de Coupe du Monde à laquelle il a été faire à Shanghai, il y avait 0 membre du staff de l'équipe de France avec lui. Ils se sont dit, vas-y, tiens. Alors que le mec est médaillé olympique. Médaillé olympique, tu vois. Donc pour te dire, il y a des aberrations et ce qui est relou, c'est que tout le monde pense qu'on est grave aidé et tout. Et donc je suis obligé de le dire maintenant, c'est médiatiquement qu'ils nous aident pas. Mais tu sais, c'est peut-être en le disant aussi qu'à un moment donné, ça va faire bouger les choses, tu vois, je sais pas. Mais... Et en plus, en vrai, ils nous ont envoyé un email là, juste avant les championnats du monde. En mode, trop chouette. Bon, comme d'habitude, on va pas vous aider. Et sauf que les années d'avant, ils nous aidaient, tu vois. Et donc moi, j'ai envoyé des emails en mode des captures d'écran, en mode mais vous faites aucun sens, tu vois. Et puis là, tu reçois pas de réponse. Et puis, bon, on t'a inscrit au championnat du monde, c'est ma mère, c'est super. Donc, heureusement que vous étiez là. Heureusement que vous étiez là. Non, mais en vrai, tu sais que ça peut être un problème si tu t'embrouilles de ouf avec eux et ils veulent pas t'inscrire. Ils peuvent plus t'inscrire, ouais. Et tu vois, genre ça va pas. C'est pas du tout le cas. Hein. Tu montes ta propre compète après, de toute façon, tu connais mieux qu'eux. Mais dans les autres pays, tu as vu des modèles justement où on va dire ton sport était plus respecté? De fou, dans tous les autres pays. C'est qui les meilleurs? Franchement, au Japon, c'est un truc de ouf, tu vois. Genre, tu vois, les gars, ils arrivent avec 15 membres de staff, le coach mental, le prépa physique. Ils ont déjà tout compris. Ils ont tout. Les Espagnols, c'est pareil. L'autre fois, au championnat d'Europe, il y a toute une délégation de la République tchèque qui est arrivée, on a halluciné. Les Hongrois, c'est pareil. Et en vrai, moi, ça ne m'impacte pas parce que j'ai commencé sans, tu vois, donc je m'en fous. Mais c'est pour tous les nouveaux, d'être entouré, ça te fait vraiment performer mieux, juste mentalement, de savoir que tu as le mécano qui est là sur place, que tu as le coach mental à qui tu peux parler, que tu as le physio qui va pouvoir te retaper le soir, tu vois. Mais clairement. Et non, nous, on n'a que dalle, zéro. Est-ce que tu crois, pour rejoindre un petit peu ce que dit Sacha, est-ce que c'est lié à la mentalité de la France? Est-ce que tu crois qu'il y a eu ce débat, je ne sais pas si tu as vu pendant un moment dans les médias, est-ce que la France est vraiment un pays de sport, tu vois? Est-ce qu'on sait mettre en avant aussi suffisamment nos sportifs? Même là, quand vous gagnez, je veux dire, tu es 9 fois champion du monde, tu n'as plus aucune preuve à faire, tu n'es même pas soutenu par la Fédé, c'est quand même fou. Ouais. Cette question, en plus, elle fait de plus en plus mal parce que les JO sont super bien passés. Ouais. Mais tu as l'impression d'un peu d'une hypocrisie, tu vois, derrière tout ça. Exactement. Et soit c'est un humoriste, je crois, qui avait dit à Flo Manodou sur un plateau, tu peux pas dire que c'est pas un pays de sport. Kev Adams, pour pas le citer. Ouais, je voulais pas le citer. Mais, sympa pour lui, là, il en prend une double. Mais et tu vois, c'est fou qu'un gars qui connaisse rien en sport
en tout cas qui connaissent rien au sport de haut niveau, parce qu'il n'est Pro, pas sportif ouais, de haut bien sûr. niveau, puissent parler à Flo Manodou, qui est l'un des plus grands sportifs Ouais. français, et lui dire t'as tort, tu vois, non frérot, en fait la France n'est pas un pays de sport aujourd'hui, et est peut-être en train de le devenir. Oui, il y a des grosses performances individuelles, mais quand tu regardes les gars qui ont performé aux Jeux Olympiques fort, on va prendre Léon Marchand. Où est-ce qu'il s'entraîne, Léon? États-Unis, Voilà. Où est-ce que moi je me suis entraîné pendant toute ma carrière? bien sûr. Aux États-Unis. Anto, pareil, genre il s'entraîne même plus au sein de l'équipe de France, il est à Sérignan D'accord. dans son pôle. Et il y a plein d'exemples comme ça, tu vois. Et je pense en sport co, par exemple, oui, on est un pays de sport. Quand tu vois, genre les équipes de France, les équipes de Ouais, bien handball, sûr, les ça équipes de performe basket. toujours. Et on confond souvent le sport de haut niveau collectif et le sport de haut niveau en individuel. Si tu enlèves les sports co en France, comme c'est dégueulasse le niveau de vie des athlètes pros, c'est fou. Les chiffres, ils ont dû évoluer depuis 5 années quand c'était sorti, mais je crois que c'était plus de 60 ou 70% des sportifs de haut niveau français qui vivaient sous le seuil de pauvreté. Ah Donc ouais. ça veut dire que dans tout ça, tu as des gars qui font de l'escrime, des gars qui font du kayak, des gars qui font je ne sais Ouais, quoi, parce qu'au final, javelot, tu gagnes rien et mais tu tu dépenses gagnes tout rien, en exactement. déplacement, sur Ouais. ton matériel, surtout en fait. Moi, j'avais une amie qui faisait du pentathlon moderne et la Fédé lui donnait, je sais pas, son salaire par mois, c'était 500 € par mois et une paire de Waouh. choses, tu vois. Et comment tu veux faire pour Bah, tu performer? peux pas. Et quand à côté, moi, je vais en Angleterre, en Australie, aux États-Unis. L'Australie, là, ils ont annoncé pour Canberra 2032 un programme de, non, même LA 2028, un programme de millions d'euros pour le sport. Ouais, juste pour ça. Juste pour ça. En Angleterre, le programme BMX Freestyle, c'était 2 millions de pounds. Et du coup, les mecs, ils sont arrivés à Tokyo en 2021, ils ont tout gagné. Bah, bien sûr. Aux États-Unis, tu as ce système universitaire où, si tu es bon en sport, T'as les bourses, toutes tes études ouais. sont financées Mm. et ça te donne tellement envie d'être bon en sport. Pendant que là, en France, on te dit, après les Jeux, ah bah les 2 heures en plus de PS qui étaient censés aménager, Finalement, ouais. finalement, on flemme. n'aimait pas. Ouais. Tu peux pas, tu vois. Et tu vois, et je critique beaucoup là, mais du coup, c'est pour ça que j'ai fait mon académie en Champagne, Ouais. où on va pouvoir accueillir des sportifs. Farm. La farm, Ouais. exactement. Où ça va être un endroit où on va faire du stage pour les jeunes, où on va pouvoir faire des stages de prépa pour les professionnels. On va pouvoir accueillir vraiment des talents pour venir s'entraîner et faire le taf que fait pas les fédés. Ouais. Et donc voilà, c'est très facile de critiquer et j'essaie d'apporter Non, mais ma tu le petite vis, pierre à tu le l'édifice, vis mais- aussi au quotidien, donc mais c'est. c'est très frustrant parce que sur le court terme, tu n'as pas vraiment de solution, solution, ouais. à part réformer les systèmes fédéraux. C'est très difficile parce qu'il y a énormément de politique dans tout ça et énormément d'enjeux financiers. Ouais. Et du coup, moi, j'ai pas assez de poids, tu vois. Moi, Ouais. je suis un mec... Ça t'attire, c'est pas un monde qui t'attire, je veux dire, tu Oh. vois, après te dire, ouais, vas-y, je vais aller faire bouger tout ça et tout. Non, en fait, c'est un peu Don Quichotte contre les moulins à vent, Ouais, tu ouais, vois. Tu te dis, bah, et je vais perdre mon temps. Et surtout, les mecs qui ont essayé, ils ont ça eu des changera rien, problèmes. surtout. Ouais. Tu vas être le mec qui est dégoûté contre le système. Et souvent, le système, il t'engloutit tout cru pour te cracher derrière, tu vois. C'est pour Donc- ça, dis que t'aimes la France maintenant, comme ça c'est bon. Oui, oui, non, mais bien sûr, moi, on vit dans le meilleur pays du monde. Je suis allé dans plus de 100 pays dans ma vie, j'ai eu Ouais. la chance. Et bien sûr que notre pays, il est incroyable sur plein de points, mais il y a juste des secteurs où on peut tellement progresser. C'est ça qui est encore plus frustrant, tu vois. Et on vient de vivre des jeux les plus... Tout le monde est dithyrambique Ouais. sur les Jeux Olympiques qui ont été les plus beaux de l'histoire. Pour les équipes de France, c'est un bilan incroyable. On a explosé les records à tous les points. Les Paralympiques n'ont jamais été aussi mis en avant. Et derrière l'héritage, je trouve que ça a du mal, ouais. ça a du mal, tu vois. Bah oui. Après, c'est aussi dû, là, j'imagine, au problème du Ouais, gouvernement, machin. Genre ça, L'actualité politique est un peu chargée. C'est un peu chargé. Donc, mais c'est dommage quand même. Il faudrait essayer de surfer là-dessus. C'est fou, tu vois, que tu expliques tout ça, parce que je parlais de ton palmarès qui est quand même incroyable, 9 fois champion du monde. Je ne sais pas si tu sais dans le sport français qui d'autre est 9 fois champion du monde. Il y a Teddy, je crois. Teddy, je crois que Teddy Riner, 11. il en a 11, voilà. Il y a Pauline Ferrand, Prévost qui en a pas mal. Ouais. Tu as Antoine Albo.
qui fait de la planche à voile. C'est lui, c'est le plus Ouais, grand. c'est record, 25, je crois. ever. Tu as Martin Fourcade qui vient Martin, récupérer un 14e. Ouais, incroyable. Et puis, tu as Exceptionnel. Sébastien Loeb, comme toi, quand même, qui a 9 titres de Ouais. champion du monde. Là, on parle de gens très connus. Est-ce que tu as l'impression d'être suffisamment reconnu, toi, à la hauteur de ton palmarès? Tu vois, on parlait de la façon dont on voit le sport en France. Est-ce que tu as la sensation d'être suffisamment reconnu? Ben, moi, en tant que personne, Mathias Dandois, oui, parce que j'ai réussi à tout seul en fait à me créer ma propre marque. Je suis suivi par plus de 2 millions de personnes sur les réseaux sociaux. J'arrive finalement à avoir un poids médiatiquement. Tu as réussi à te servir de tout ça, ouais. Exactement, tu vois. Mais ils sont français, les gens qui te suivent principalement? Non, c'est principalement des gens, soit aux États-Unis, en Amérique du Sud, au Japon, un petit peu en France. Mais du coup, ça me fait quand même un poids mondialement. Donc, et j'arrive à être invité sur, je sais pas si j'ai des trucs à revendiquer sur des plateaux télé, genre, je sais pas, du quotidien du C'est à vous. Ouais, machin. ton livre, au final, il a tourné aussi un petit peu partout. Exactement. Donc moi, personnellement, je trouve que ça va. Genre, j'ai pas de problème. Mais si tu vas un peu plus loin, mon sport, bien sûr, il n'est pas assez représenté, mais on travaille, on y vient, on travaille dessus. Et c'est les moments comme les Jeux Olympiques qui ont permis à plein de monde de découvrir le BMX, ne serait-ce que par le triplé en BMX Race, tu vois, où tout le monde maintenant. Franchement, c'était l'un des moments des Jeux. Incroyable. Enfin, c'était genre incroyable. C'était génial, tu vois. Et puis pour Joris. Joris Daudet, qui a gagné. Qui a gagné, lui, ça faisait 4 Olympiades qui cherchait une médaille. Et on se disait, putain, si ça arrive à Paris, c'est fou. Et tu vois, 2e Sylvain André, 3e Romain Maillot, 3 copains. L'image, elle est folle. Elle est incroyable. Et ça nous a vraiment servi. Donc petit à petit, on y arrive. Mais voilà, je veux pas non plus être trop pessimiste sur ce qu'on vient de dire ou quoi. C'est juste pour être honnête. Je sais qu'il y a énormément de sportifs qui sont au milieu de leur carrière et qui ont besoin de faire de la langue de bois avec la Fédé parce que, comme tu dis, ils peuvent te mettre des bâtons dans les roues. La Fédé, moi je m'en fous. Je suis déjà inscrit à mes derniers championnats du monde et ce sera ma dernière compétition que je ferai avec la Fédé. Donc derrière, voilà, je suis pas là pour démonter qui que ce soit, juste pour dresser factuellement qu'est-ce que c'est aujourd'hui. Oui, ils aident certaines fédés des sportifs d'une bonne manière, mais c'est pas partout pareil. Et donc il y a 3 poids, 3 mesures, 5 poids, 5 mesures, tu vois. Autant qu'on peut en faire, ça c'est clair. Mais en tout cas, mine de rien, on parlait aussi de cette popularité que tu as pu acquérir, parce que monsieur est acteur également. Monsieur est acteur, monsieur a joué. Alors tu sais que je pense qu'on a tous vu ce film. Moi, la première à avoir vu MILF, qui est le film dans lequel tu as joué, sans savoir que c'était toi à ce moment-là. C'est incroyable, tu vois. Genre après, je me suis dit, mais non, c'est lui qui a joué là-dedans. Faut que tu nous racontes comment un champion du monde de BMX se retrouve à être acteur dans une comédie française. Est-ce que c'est lié à Evelyne Thomas aussi? Parce que c'était une précurseur à l'époque. Est-ce qu'Evelyne Thomas est une MILF? Moi je le dis, moi à l'époque, clairement oui. Clairement, à notre époque, oui, c'était une des premières françaises, je le dis. Je l'assume totalement, je suis dans une cabine, je m'en fous. J'espère qu'elle nous écoute. Elle nous écoute encore, Evelyne. Écoute, non, Axel Lafont, qui est la réalisatrice, elle était invitée à une compétition que j'organisais dans le sud de la France. Et à la fin de la compétition, elle vient me parler et elle dit qu'elle fait des castings pour son prochain film. Et donc, j'accepte, tu vois, de venir faire le casting sans trop... Je savais pas trop quoi en penser. Et le premier casting se passe catastrophe, tu vois, on est dans une salle... En même temps, t'es pas acteur, tu vois, c'est pas... il était chaud le casting. Il était chaud le casting parce que je devais... C'est une scène du film où je devais faire l'hélicoptère avec mon zizi. Je te jure, c'était chaud. Genre... Et en fait, la scène dans le film, c'est Wael Sersoup qui fait cette scène et genre il a une chaussette et genre il fait l'hélico comme ça pour faire rigoler sa partenaire dans le film et c'était ça la scène du casting. Et là, je me dis ouais, ça va être chaud, tu vois, donc je me pointe et je me suis pas mis. J'allais dire, t'étais à WAP ou pas? Non. C'était un casting, tu vois. Et tu vois, même si je suis pas du tout timide ou quoi, c'est quand même. C'est intimidant. C'est hyper sexualisé comme truc, tu vois. Et donc le casting se passe pas très bien. Et Axel me dit peut-être sur un autre rôle. Ça y va, donc bosse cette scène et on refait un callback, tu vois. Donc je bosse ma scène avec une coach et le deuxième casting, c'est avec l'actrice du film, donc Marie-Josée Croze, qui a eu un prix d'interprétation à Cannes, qui est une actrice extraordinaire. Et donc on fait la scène et elle est tellement bonne actrice que finalement tu as juste à... Tu rentres dans le jeu avec elle. Tu rentres dans le jeu, en fait, c'est trop facile. Et donc ce second casting se passe bien. Et contre l'avis de la production, parce que je suis pas acteur, elle me prend dans le film. D'accord. Et en me disant... Juste te blesse pas, tu vois, on tourne dans 3 mois, te blesse pas, fais pas de compétition. Et moi, bien sûr, je suis allé faire une compétition.
Bien sûr, je me blesse. Donc Mais non. j'arrive le matin du tournage avec une infection de ouf au pied. Donc vraiment. En plus, ça se passe sur la plage et tout, non, le film. Ouais, Donc tu devais être avec le sable et tout. Oh, c'était l'enfer, en horrible. fait. Et donc le matin du premier jour de tournage, on tournait dans un petit bateau et je sens que je vais pas pouvoir faire la journée, tu vois, j'ai de la fièvre et tout. Et donc là, elle m'emmène à l'hôpital et tout le monde me déteste. Et là, à l'hôpital, le gars, il arrive, tu vois, aux urgences et là, il appelle tous les internes en mode « Waouh, regardez son pied !» Truc de fou. Ah ouais, j'avais un pied comme as, genre c'était fou, c'était rouge, infecté et tout. Donc ils me disent « Bon, on va vous opérer demain pour gratter un peu tout ça et vous pourrez remarcher dans genre 1 mois. » Elle dit « Ah bah là, il y a un problème, tu vois, je dois tourner demain. » Elle me dit « Ah bah non, impossible, tu vois. » Donc je passe la pire nuit de ma vie. À 4h du mat, ils viennent dans ma chambre pour me raser toute la jambe pour faire l'opération. Donc tu verras dans le film, j'ai toute la jambe gauche qui est rasée, pas la droite. Exceptionnel. Et donc Sens du détail. Ouais, le chien arrive à 6 du mat et il me dit bon, on y va et tout. Puis il regarde la jambe, il me dit ah vas-y, on va te mettre sous antibio et on va voir ce qui se passe, tu vois. Et donc je passe la semaine sous antibio, finalement ça dégonfle. Ça dégonfle. Donc je retourne sur le tournage du film où tout le monde me déteste parce qu'ils ont dû tout revoir pour l'enfer, l'organisation des scènes et tout. Faire venir des gens de Paris au dernier moment et tout. L'enfer. Et donc ma première scène quand je reviens, c'est la scène dans la cabane avec Marie-Josée Croze où c'est une scène d'amour. Et là c'était quelque chose, tu vois. Et moi je vais la voir avant, tu vois. Je dis mais qu'est-ce que je peux faire ou pas, tu vois. Je voulais pas que ça parte en délire. Je vais trop loin ou pas assez loin, tu vois. Elle me dit oh non mais moi tu sais ça fait 20 ans que je fais ça. Tu fais comme si j'étais morte. Je dis ah bah ouais écoute, super, ça met vachement. Impeccable. Merci, ça s'est super bien passé. Elle est top Marie-Josée. Et puis finalement le film m'a pas fait un super score au cinéma mais a fait un carton sur Netflix. Non mais je te dis on a tous vu à un moment donné. C'est ça qui est fou. C'est le film un peu feel good sur Netflix c'est dingue parce que tu vois, tu passes quand même du BMX, tu te retrouves, je crois que tu as monté les marches à Cannes, enfin c'est quand même dingue. Alors ton répertoire là, il a dû prendre un bond de ouf, non, ça a dû gonfler. Et c'est quoi d'ailleurs le nom le plus ronflant de ton répertoire là? Peut-être Johnny Hallyday. C'est vrai? Feu Johnny Hallyday. T'avais Johnny Hallyday? Ouais, on est devenus copains via un pote photographe qui s'appelle Dimitri Coste qui faisait la cover de Johnny Hallyday. Okay. Et quand j'habitais à San Diego, donc Johnny habitait à Los Angeles et donc on s'est rencontrés, on s'est bien entendus et on a fait 2-3 soirs ensemble. Franchement, il est incroyable. Il est drôle. Ah mais c'est dingue. Il est très fort, Johnny. T'as rencontré genre l'une des icônes françaises. Ouais, il est très cool. Et en star internationale, parce que je pense qu'aux États-Unis, etc., tu as dû faire des soirées avec des personnes qu'on peut pas soupçonner, c'est sûr. Ouais, grave. Surtout Constance, tu vois, ma femme, elle connaît aussi beaucoup de monde, donc. C'est vrai qu'à New York, je me suis retrouvé dans des ambiances trop cool, tu vois. Je vais pas name dropper, mais je sais pas, genre traîner avec Matthew McConaughey, tu vois, genre. Mais non. Ouais, c'est trop chouette, tu vois. Idole de Sacha. Non mais attends, non, mais moi j'ai envie de pousser incroyable, le truc. Acteur oscarisé et tout, enfin c'est. Mais c'est comme, enfin genre dans le plus grand des calmes en plus, tu vois, genre c'est. Ça veut dire que là tu peux le FaceTime tout de suite? Il va pas comprendre. Si tu mets Matthew McConaughey dans la sauce au premier épisode. Ça peut être le début de quelque chose, moi je sais pas, je propose des choses. Non mais c'est dingue, c'est un autre univers en fait, tu rentres dans un autre univers. Ouais, et là c'est plus celui de ma femme, tu vois. Constance Jablonski, donc une mannequin française avec qui tu as un petit garçon, Elliot, et franchement il faut que je te pose la question parce que tu nous parles souvent du film de E.T. parce qu'il y a cette affiche qu'on va peut-être voir où il y a, c'est peut-être la première fois qu'on voit vraiment du BMX aussi à la télé. Le poster, c'est devenu mythique. Est-ce que tu as appelé ton fils parce qu'il s'appelle Elliot, le personnage principal? C'est une des raisons, on va dire. C'est vrai? C'est Constance qui a trouvé le nom et je me suis dit ah mais c'est une trop bonne idée. C'est une trop bonne idée, c'est le nom du personnage principal de E.T. Trop bien. Et du coup, attends, parce que là tu vas avoir une petite fille. Ouais, exactement. Est-ce que tu vas l'appeler? Comment elle s'appelle la gamine déjà dans E.T. Attends, elle s'appelle comment? Gertie ou un truc comme ça, non? Tu vas pas appeler ta fille? Tu vas pas l'appeler. Non, on va pas pousser. Ou on va l'appeler E.T. tout simplement. C'est mieux que Gertie en vrai. Hein. T'imagines, il pousse le vis, il pousse le truc. Non, mais oui, on parlait de ta femme. D'ailleurs, c'est super beau comment elle a annoncé, comment vous avez annoncé sa deuxième grossesse pendant qu'elle était en train de défiler sur les podiums. Non, mais c'est un monde qui est tellement aussi, tu vois, stéréotypé de mannequins, filiformes, etc. D'arriver avec ce ventre, c'était incroyable. Enfin, t'as compris, toi aussi, ce partage, c'est important pour toi sur les réseaux, de montrer, tu partages souvent ce que tu fais d'ailleurs ta vie avec ton fils aussi, etc. Ouais, après l'annonce là au Show Etam, ça n'a pas été calculé en fait. C'est juste, on arrivait à un moment où ça commençait à se voir. Et je me rappelle, on était en Autriche cet été
Et elle me dit, putain, à un moment, je vais devoir l'annoncer parce que sinon, ça va sortir dans la presse en mode un peu pourrave, un article. Je préfère que ce soit moi qui contrôle. Je préfère que ce soit moi qui l'annonce. Elle me dit, comment on fait? Est-ce qu'on prend une photo un peu éclatée au bord de la piscine, tu vois, genre en mode comme ça. Tu sais, la photo avec le bisou sur le ventre. Ouais, c'est ça, un peu la flemme. Et tout le monde fait ce qu'il veut. Mais moi, j'avais la flemme. Et je lui ai dit, mais regarde, il y a le show Etam dans un mois. Peut-être. Elle me dit, ah, mais ça va être chaud de le garder pendant un mois encore. Et je dis, en fait, elle a réussi. Et en mettant des vêtements amples. Et du coup, c'était trop bien qu'elle annonce là. C'était parfait, tu vois. Genre, tout le monde a fait, oh, mais non, leur deuxième enfant. Et oui, en fait, nous, moi surtout, elle n'est pas trop sur Insta, mais moi, c'est aussi un moyen de gagner ma vie, les réseaux sociaux. Bien sûr. Tu vois, j'arrive à monétiser un peu tout ça. Et donc, je partage beaucoup de choses, mais finalement, je partage exactement ce que je veux, tu vois. Tu choisis, bien sûr, c'est toi. Tu vois, genre, et ça, c'est important que je le dise aussi, c'est que ce qu'il y a sur mon Instagram, c'est pas ma réalité, tu vois. C'est juste ce que je veux partager sur Instagram. Et d'ailleurs, il faut pas se sentir mal par rapport à genre la vie que moi je mène, parce que ou alors la vie des stars que vous suivez, parce que même les stars en fait, mais c'est pas que la réalité en fait. Même les stars, elles font caca le matin, il y a des jours merdiques avec les impôts et je sais pas, et chez Monoprix, genre c'est relou parce que tu as oublié le sel, tu vois. Mais non, c'est vrai. Justement, par rapport à ça, tu disais tu choisis un peu ce que tu veux, etc. Je regardais sur les photos avec ta compagne. Est-ce que c'est elle qui choisit tes vêtements, justement, comme c'est dans des milieux un peu Non, elle choisit pas mes vêtements, mais non, en tout cas, elle m'a apporté vachement de choses, Constance, sur... moi, je connaissais pas du tout ce milieu un peu du mannequinat, et puis vraiment très star, ça doit être dur en plus comme milieu, non? Ouais, en fait, maintenant, c'est une légende, tu vois, de son truc, donc ça va, mais... Quand tu arrives pour te faire ta place, ça doit être... c'est pas facile quand tu es une petite jeune qui débute. Ouais, c'est ça. Et après, moi, j'ai pris que les trucs positifs, parce que quand on s'est rencontrés, elle était déjà vachement établie. Et, comment tu as fait pour la séduire, je sais pas, pour te retrouver en contact avec elle, comment Parce que là aussi, on parle de deux mondes qui sont pas censés normalement se retrouver. Comment ça se passe? Tu lâches un DM sur Insta, tu fais quoi? C'est vrai. C'est à l'époque. Ça marche vraiment? C'est à l'époque du film MILF d'ailleurs. C'est vrai? Oui, en fait, il y a un meilleur pote de Constance qui lui dit, ah regarde, il y a Mathias qui te suit sur Insta. Et il a joué dans un film, c'est un petit acteur, elle venait de se séparer de son mec, Constance. Et tu devrais le suivre et tout. Et moi, pourquoi je la suivais, je sais pas pourquoi, j'étais tombé sur son profil et je la suivais. Et je sais pas pourquoi. Et un jour, j'en reçois une notif, genre Constance Jablonski. Follow back. Waouh! Oh non. Et là, tu dis, il faut que je fasse quelque chose. En vrai, genre, je me souviens, elle avait posté une story avec Raphaël Nadal. Ah oui, d'accord. C'était au moment de Roland Garros. Et je lui fais une blague parce que je suis pas sur Nadal et on commence à parler comme ça. Et si tu veux, je peux prendre une photo avec moi aussi. Ouais. Ça devait être plus fin que ça. Je suis pas fin, ça que tu me dis. Incroyable. Et c'était parti, donc en vrai, un bon DM sur Insta. Ah ouais, ça marche. Et aujourd'hui, vous avez un petit garçon ensemble. On a vu tout à l'heure, tu fais du vélo déjà avec lui. Il kiffe ça, c'est parce qu'il te voit le faire ou juste tu penses qu'il y a un truc à creuser avec lui sur le BMX là? Alors là, il fera absolument ce qu'il veut, mais en fait, il kiffe trop. Tu vois, là, c'est mon petit spot d'entraînement à la maison. Ouais. Et en fait, il passe son temps à me regarder et du coup, à chaque fois, il me dit, ouais, viens, on y va, on fait du vélo, papa et tout. Donc, je l'amène avec moi et c'est trop top de partager ça avec lui, vraiment. C'est trop mignon. Mais franchement, c'est le meilleur truc du monde d'être papa. C'est vraiment incroyable. Et on a l'impression que tu abordes ce rôle comme un peu tout dans ta vie, finalement. C'est-à-dire avec ambition, certes, mais avec une décontraction et sans pression, en fait, surtout. Tu vois, genre en mode, ouais, de toute façon, ça va le faire. De toute façon, Flora, on peut prendre le temps. Le gars, il est 9 fois champion du monde. Il est marié à un mannequin. C'est un bon père qui fait du vélo avec son fils. C'est quoi ton défaut? T'es relou pour tout le monde, en fait. Je suis un peu bordélique. Ah, d'accord, ok. Il y a un vice. À la maison. Non, mais t'as l'air d'aborder ça tellement tranquillement. C'est pas Annecy, ça? Non, c'est en Autriche, ça. Ok, aucun rapport. C'est à Monze, exactement. Ouais, il kiffe trop ça. Genre, encore, papa, ce rôle de papa, c'était simple pour toi, une évidence? Comment tu l'as vécu? Ouais, après, c'est arrivé comme ça. Ouais, voilà, sans pression, quoi. Constance est tombée enceinte, on a dit, bon, vas-y, c'est le bon moment, on y va, tu vois. Et puis, c'est génial. Après,
je te cache pas, on est entouré, on est aidé. Et parce que vous avez des modes de vie. Moi, je travaille beaucoup. Mais comme ce n'est pas des jobs de 9h à 5h, finalement, genre, je vois mon fils énormément, tu vois, genre, entre mes entraînements. Et parfois, oui, je pars une semaine en compétition et il me manque terriblement. Mais voilà, j'arrive à être assez bien entouré pour que ça se passe hyper bien. Et on a beaucoup de chance d'avoir des gens à nos côtés qui nous aident. Bon, bah super. Mathias, tu termines ton livre en disant « Le petit vélo est devenu grand ». Moi, j'ai envie de dire « Le petit Mathias est devenu grand aussi ». Voilà. Et je voulais te remercier d'avoir été avec nous pour ce premier épisode de Dans la sauce. C'était vraiment un plaisir. Si vous voulez acheter le livre de Mathias, il est top. Moi, je l'ai lu en une journée même pas. Franchement, je l'ai dévoré. Figure du bitume, c'était top. On apprend plein de choses sur ta vie, sur la culture aussi autour du BMX. C'était super. Et puis pour tous les petits aussi qui ont envie un jour de se lâcher, de faire leur sport, bah, en fait, tu les encourages là-dedans. Avec modération hein, quand même, hein, parce qu'il y a quelques détails sur la fête, tout ça, ça déconne pas. Mais merci beaucoup Mathias d'avoir été avec nous, c'était top. Franchement, j'ai passé un super moment. Merci beaucoup. Et le moment avec Evelyne, il était ouf. Franchement, merci. Tu vas le garder toute ta vie. J'ai encore chaud là, je te jure. Alors, merci beaucoup, c'était un plaisir. Merci Sacha, t'es un boss. Et, merci à toi. Et à bientôt. Hein. Avec grand plaisir. Abonnez-vous évidemment pour suivre toutes les vidéos, la petite cloche pour avoir les petites alertes, les pouces bleus aussi, tous les commentaires. N'hésitez pas à nous faire des retours et à nous dire qui vous voudriez voir à la place de Mathias dans la sauce la prochaine fois. C'est avec plaisir. Et puis évidemment la chaîne Twitch d'RMC Sport, on continue. On est toujours présent. Merci Mathias. Merci Sacha. À la semaine prochaine. Ciao. Avec plaisir.